Rebienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute pour l'épisode d'aujourd'hui, épisode numéro 67. On parle d'un sujet qui est très complexe et sur lequel il y a plein de choses à dire. On va parler de la COVID longue. J'ai reçu pour l'occasion un duo de professionnels de la réadaptation, donc Sandrine Elie qui est ergothérapeute et Marie-Ève Lacaire qui est physiothérapeute, les deux qui travaillent en équipe dans une clinique multidisciplinaire pour aider, entre autres, les patients et les patientes qui sont atteints de la COVID longue. Clientèle qui est complexe, maladie qui est complexe, pathologie complexe. L'épisode d'aujourd'hui, il est très clinique. C'est pour ça que j'ai reçu des cliniciennes. Le but, c'est de parler des solutions, de parler du portrait clinique, de parler de la réalité de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vivent, à quoi ils ressemblent, et surtout, comme j'ai dit, de parler de solutions parce qu'il y en a des solutions. Évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et parfois même sensible pour plusieurs personnes. Donc, c'est impossible dans un épisode de faire le tour de la question. J'aurai l'occasion de recevoir d'autres invités éventuellement pour faire le tour de la question ou du moins de pouvoir parler de d'autres angles en lien avec la COVID longue. Donc, c'est un premier épisode sur le sujet, mais je trouvais important de le sortir parce que c'est quand même un sujet qui demeure d'actualité, même si pour plusieurs, la COVID, c'est quelque chose du passé. Donc, voilà. Sans plus attendre, j'espère que vous allez apprécier cette conversation, épisode du podcast sur la COVID longue avec Marie-Ève Lacaire et Sandrine Elie. Le podcast est présenté par BIA Éducation. C'est un centre d'éducation pour les professionnels de la santé qui offre des formations en ligne et en salle dans une dizaine de thématiques différentes. Et à ce jour, c'est déjà plus d'une cinquantaine de formations à leur actif. Et pour la communauté du podcast de Parle-moi de santé, vous pouvez profiter d'un code rabais avec le code Goujon15 pour 15% de rabais sur leur formation à prix régulier. Et comme d'habitude, tous les détails sont dans la description des épisodes du podcast. Donc encore une fois, merci à BIA Éducation pour la confiance et bon podcast. Bon, alors, on est parti ce matin pour premier enregistrement de 2024 avec Sandrine Elie. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Ben oui, puis toi? Oui, ça va très bien. Et Marie-Ève Lacaire, enchantée. Comment ça va? Enchantée, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Donc, Sandrine, ergothérapeute, Yes. Marie-Ève, physiothérapeute. Vous êtes les deux venus de l'Estrie ce matin. Vous avez fait la route à travers les flocons de neige. Merci d'être ici. Puis, ça fait au moins environ, je crois, 1 an qu'on a des échanges courriels. J'ai regardé dans mon Gmail. Je pense que les échanges courriels, on en a comme une trentaine. Ouais. On essayait de planifier cet épisode-ci. Bref, il y a eu maladie, il y a eu... Bref, on a remis ça, mais je suis content de commencer l'année avec vous. Et on parle d'un sujet qui est absolument très complexe et qui est très d'actualité encore, même si la COVID est un petit peu derrière nous. On va parler de la COVID longue aujourd'hui, qui est une condition qui est nouvelle, qu'on apprend à gérer, à connaître, et dont le diagnostic ou la prise en charge ou la façon d'évaluer ça, c'est encore méconnu. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Fait qu'on va essayer de démystifier ça ensemble. On prend pour acquis aussi que, vu que c'est une science qui est très récente, c'est des choses qui vont évoluer. Fait que les choses qu'on dit aujourd'hui, évidemment, c'est basé sur les données qu'on a. On est début 2024. C'est basé sur votre expérience clinique. Donc, bref, ça se peut que si les gens écoutent l'épisode dans 5 ans, il y a beaucoup de choses qui aient changé. Puis, heureusement, parce qu'on en saura plus davantage sur cette condition. Mais on va quand même se prêter au jeu d'essayer de démystifier un peu tout ce qui est en lien avec la COVID longue. Fait que, petite mise en contexte, les deux, vous travaillez dans une clinique qui s'appelle ISO Santé et vous faites de la réadaptation. Peut-être juste expliquer d'abord c'est quoi le mandat de la clinique ou c'est quoi votre mandat et dans quel contexte vous avez été amené à travailler en lien avec la clientèle de la COVID longue. Je peux me lancer. Dans le fond, on est une clinique privée à Sherbrooke directement, mais on a aussi d'autres points de service ailleurs, notamment Valcourt, pour le volet clinique, parce qu'il y a aussi un volet entreprise chez ISO Santé pour de la prévention santé mentale et santé physique au travail. Puis dans le fond, nous, on voit vraiment tout type de clientèle à la clinique. Fait que si je parle plus en physio, donc on va voir tout type de clientèle musculo-squelettique normale, que ça soit entorse de cheville, à mal de cou, là, on voit vraiment tout. Puis on voit aussi un volet qui est deuxième ligne, qu'on va appeler, qui est quand que les traitements de base, souvent en physiothérapie, c'est des demi-heures qu'on suit le client pendant un certain temps. Quand ça, on atteint un certain plateau, bien, on va switcher à notre deuxième ligne, que les gens vont venir des demi-journées, journées complètes à la clinique pour venir vraiment développer leur capacité pour qu'on puisse favoriser un retour au travail. Fait qu'on a aussi de l'aigu, du subaigu, puis du chronique. Fait qu'on voit vraiment
tout le volet de la réadaptation au travail. Puis en ergothérapie, ben là, je vais parler pour moi. J'ai une clientèle qui est plus spécifiquement santé physique à la clinique. Par contre, on est... Là, je perds le compte. Là, on a beaucoup d'ergothérapeutes qui sont engagés là, au fur et à mesure des années. Là, je pense qu'on est rendu comme 10 ou 11 ergos. Puis on est à peut-être 3 en santé physique, mais pour le reste, c'est de la santé mentale majoritairement. Puis on a aussi une clientèle plus en oncologie. Là, on a des ergothérapeutes qui sont formés, spécialisés là, plus pour ce type de clientèle-là. Fait qu'on a vraiment un bel amalgame de clientèle très, très, très diversifié là, à la clinique. Ouais. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte... En fait, comment vous avez été amené à finalement travailler avec la clientèle COVID longue? Parce que c'est comme quelque chose qu'on a... qui est un peu venu... entre guillemets, out of nowhere, là. Puis, tu sais, on a eu besoin d'avoir des professionnels de la santé qui étaient capables d'avoir les outils, les compétences, les connaissances pour prendre en charge ces conditions-là. Fait que qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec cette clientèle-là, finalement? C'est avec l'Université de Sherbrooke. En fait, je sais pas exactement comment ça s'est passé. Là. Je pense que c'est eux qui nous ont c'est dans le fond Frédéric Daigle qui faisait partie de l'équipe de recherche de Simon Descaries. Oui, Simon Descaries qui est très impliqué dans la recherche de la COVID longue. Exactement. C'est principalement lui au Québec les premières études de réadaptation, en fait. Là. Puis dans le fond, Frédéric a travaillé chez ISO quelques mois. Puis, étant une clinique déjà de deuxième ligne de douleurs chroniques, on est déjà formé un peu pour tout ce qui est les conditions chroniques. Puis, c'est elle, dans le fond, qui nous a approchés pour voir si on était intéressé à être formés pour voir ces clientèles-là. Puis, on a sauté dans l'aventure et on est quand même... C'est quand même le fun, là, tu sais, ça nous a fait vraiment développer notre expertise. Puis, notre... Tu sais, veux pas, ce qu'on a appris avec cette clientèle-là, mais on peut aussi l'appliquer avec nos autres clients. Ouais, et vice-versa. Et aussi, tu sais, comme physiothérapeute, comme ergothérapeute, on est formé avec des compétences qui touchent les problématiques qui sont en lien avec la COVID longue. Oui. Fait que, tu sais, en physiothérapie, il y en a beaucoup qui travaillent en cardio-respiratoire, en neurologie, en douleurs musculo-squelettiques. Puis les gens qui sont atteints de la COVID longue ont des symptômes dans à peu près tous ces systèmes-là ou plusieurs de ces systèmes-là. Donc, ce qui fait que, oui, la pathologie en tant que telle, on la connaissait pas quand on était à l'école parce qu'évidemment, ça n'existait pas, la COVID. Mais maintenant, sachant qu'on comprend un peu mieux qu'est-ce que c'est cette condition-là, ben on a les outils, les compétences en ergo ou en physio pour travailler sur des objectifs pour ramener les gens à leur capacité, à leur fonction, à leur travail, peu importe. Exactement. Puis peut-être, mettons en contexte aussi le fait que vous êtes principalement clinicienne. Donc, tu sais, le but aujourd'hui, c'est pas de faire un A à Z de toute la recherche sur la COVID. Évidemment, on a des données probantes que vous utilisez, que vous avez reçues dans vos formations également, puis comme clinicienne, sur lesquelles vous vous basez. Mais vous, le but, c'est vraiment de plonger dans votre quotidien de clinicienne. Ouais. Vous voyez ces gens-là à chaque semaine, donc on veut savoir à quoi ressemblent ces gens-là, comment on pose le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, et surtout, on veut donner de l'espoir puis des solutions. Fait on va parler de prise en charge, de stratégie, de réadaptation, que ce soit en ergo ou en physio. Et en même temps, vous avez aussi une clientèle qui est dans les plus sévèrement atteintes. Donc, quand on parle de COVID longue, ça peut aller de simplement, on parle de symptômes persistants, mais quelqu'un pourrait avoir un symptôme comme des difficultés un peu plus respiratoire à l'effort, mais qui dure après 3 mois, mais cette personne-là continue de travailler, continue de tout faire, donc elle pourrait se considérer comme à 90% fonctionnelle, alors que vous, les gens que vous voyez, sont principalement en arrêt de travail, ont des grandes incapacités, ont de la difficulté à faire leurs activités quotidiennes, donc on est dans les cas les plus sévères. Donc on le met en contexte pour pas que les gens pensent que dès qu'on a la COVID longue, ça ressemble à ce que vous allez décrire aujourd'hui. Donc c'est un regard qui est vraiment sur la partie la plus sévère de la maladie, mais on sait que les principes directeurs qu'on va discuter, ça s'applique à l'ensemble des conditions parce que c'est des principes qui sont en général indiqués peu importe les conditions, c'est juste qu'on va les adapter selon le niveau de la sévérité. Fait que vous seriez d'accord avec ça? Oui, ça ressemble exactement. à ça. Oui. Excellent. Fait que lançons-nous dans le vif du sujet. Moi, je suis un fan de définition parce que si on ne s'entend pas sur de quoi on parle, c'est difficile de se comprendre. Fait que quand on parle de COVID longue, puis on sait que dans les diagnostics médicaux en général, c'est souvent long avant d'avoir des consensus sur comment on pose le diagnostic. Puis là, c'est une condition qui est nouvelle. Fait que, en ce moment, dans les études, ou comment on fait pour poser le diagnostic, c'est quoi qui est considéré la définition acceptée du diagnostic de COVID longue? Puis est-ce qu'il faut même changer le terme? C'est-tu COVID longue le bon terme? Là? Fait que peut-être on peut démêler tout ça pour commencer. Oui,
Fait que premièrement, COVID longue, ben souvent, tu sais, l'OMS va parler d'affectation post-COVID-19. Qu'on va voir dans les écrits majoritairement, mais je te dirais que dans notre quotidien, puis même entre nous, tu sais, comme aujourd'hui on le fait, on va parler de COVID longue, c'est le mot qui est comme plus familier qu'on va utiliser. C'est comme le mot utilisé dans la population. Oui, c'est ça exactement. Les gens vont le comprendre aussi, là, tu sais, versus affectation post-COVID-19, ben, tu sais, ça dit plus ou moins c'est quoi. COVID longue, ben nous, on va souvent même l'utiliser avec nos clients. COVID longue, ça le dit dans le mot, la réadaptation est longue. C'est sûr que c'est pas pour tout le monde, comme on l'a dit tantôt. Mais avec nos clients, à nous, étant donné qu'on parle justement des clients qui sont les plus atteints, mon Dieu, les plus atteints, ben on va utiliser cette définition-là, puis on va même renchérir là-dessus dans nos interventions. Là. Fait que... Puis même certaines références des médecins, c'est directement COVID longue. Ouais, sur la prescription. Ouais, exact. Ouais. Puis c'est le terme qui a été utilisé par les gens atteints de COVID longue, là, que eux-mêmes ont nommé ça COVID longue. Là, fait que c'est quand même assez familier, puis on sait de quoi on parle quand on parle de COVID longue. Ouais. Exactement. Puis parlons des critères diagnostiques ou de la définition consensuelle de ce que c'est. Comment on fait pour dire que quelqu'un a la COVID longue? Fait que dans le fond, quelqu'un a la COVID longue quand il y a une présence de signes et symptômes pendant 4 semaines consécutives ou plus, et ce, 12 semaines après l'infection initiale, dans le fond. Fait que 3 mois après le début de l'infection, il y a 4 semaines consécutives de symptômes, signes et symptômes persistants. Là, on peut dire que c'est un diagnostic de COVID longue. Et il faut pas que ça soit expliqué non plus par une autre affectation connue ou pas. Oui, exact. Puis ça, c'est un des défis, puis on va en parler parce qu'on sait que les symptômes que les gens vont ressentir en lien avec la COVID longue, il y en a quelques-uns qui sont quand même particuliers à la COVID. T'sais, on va parler tantôt du malaise post-effort, mais il y a plusieurs symptômes qui sont des symptômes qu'on dit non spécifiques, c'est-à-dire ne sont pas spécifiquement exclusif à la COVID. Fait que, on parle de mal de tête, étourdissement, de la fatigue, troubles de sommeil, anxiété. C'est des choses qui sont présentes dans les commotions cérébrales, dans les douleurs lombaires, dans d'autres conditions neurologiques. Fait que bref, c'est un défi de poser ce diagnostic-là. Et c'est d'où l'importance de s'assurer que dans le diagnostic, ça ne peut pas être expliqué par quelque chose d'autre. Parce que les gens pourraient avoir des conditions, que ce soit de santé physique ou santé mentale, préexistantes. Fait que, par exemple, un antécédent de... Mettons, peut-être quelqu'un était en arrêt de travail pour une dépression, un épuisement. Peut-être quelqu'un était en arrêt de travail pour une commotion cérébrale. Puis là, on rajoute la COVID-19 là-dessus. Puis là, il y a des symptômes qui ne veulent pas s'en aller. Qu'est-ce qui est quoi? Donc, c'est un grand défi. Comment on fait pour manœuvrer ce défi-là de vous comme clinicienne? Puis après ça, pour les patients, de comprendre qu'est-ce qui vient de où? C'est un très grand défi. C'est un grand défi, mais reste quand même que, tu sais, s'il y a une commotion cérébrale souvent, ce qu'on va savoir, puis qui rend le tout encore plus complexe, c'est que les conditions pré-infection vont souvent être exacerbées après. Fait qu'on n'a pas le choix de gérer aussi cette condition-là. Souvent, les symptômes, si on parle de maux de tête, de problèmes respiratoires, ben que ça vienne d'une commotion ou que ça vienne de la COVID longue, on va les adresser en ajoutant les principes de gestion de la COVID longue. Fait que même quelqu'un qui aurait la COVID longue qui vient nous consulter pour autre chose, ben il faut quand même appliquer les principes de gestion d'énergie, de gestion de limite de la COVID longue à l'autre condition. Fait que c'est vraiment un défi parce qu'il faut tout gérer, il faut tout comprendre qu'est-ce qui vient de quoi. Puis après ça, de gérer avec les principes. Fait que juste les principes de base à appliquer, c'est quand même un défi. Fait que là, quand tu ajoutes plein d'autres conditions connexes, puis que tu ajoutes de c'est-tu vraiment ça ou c'est autre chose, ça devient compliqué pour nous, les thérapeutes, mais aussi très dur pour les clients qui ne savent pas pourquoi ils se sentent comme ça. Puis là-dessus, en ergothérapie, on va aussi justement parfois se rendre jusqu'à on ne saura pas. Qu'est-ce qui cause quoi? On ne sait pas. C'est-tu la COVID longue? C'est-tu une condition préexistante? C'est-tu on ne sait pas. Fait que des fois, c'est juste d'aller dans l'acceptation de la maladie un petit peu, puis de faire, là, j'ai ce symptôme-là, ce symptôme-là, ce symptôme-là. Je sais pas, il est attribuable à quoi. Donc, j'accepte que je le sais pas. Puis là, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon contrôle? Qu'est-ce que je peux faire pour les gérer? De s'engager dans un plan de match malgré l'incertitude qui demeure. Exactement. Fait qu'au final, il faut avoir eu un diagnostic de COVID ou il faut avoir eu l'infection. Est-ce qu'on peut suspecter l'infection sans avoir eu? Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui, tu sais, dans le temps de la COVID, c'est pas tout le monde qui avait un diagnostic quand les tests étaient rationnés. Fait qu'on disait aux gens qui ont des symptômes qui s'apparentent à la COVID,
vous l'avez jusqu'à preuve du contraire. Fait que dans le diagnostic, dans les critères, ça peut être soit infection confirmée ou suspectée Exactement. depuis au moins 3 mois et des symptômes qui persistent depuis au moins 1 mois. Exactement. Fait que ça rend un autre couche de complexité parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas eu de façon confirmée avec un test, mais que basé sur les symptômes puis la logique de ce que c'était dans ce temps-là, 2020, 2021, 2022, que c'est finalement ça qui cause le problème. Ouais. Comment les gens... en fait, c'est un diagnostic, c'est un acte médical. Les gens qui posent les diagnostics, c'est les médecins? Oui. OK. Ben, médecins IPS. Oui, j'imagine. Probablement, Oui. ouais. Les personnes médicales au dossier. Comment les gens réagissent quand ils reçoivent ce diagnostic-là en général? Quand ils vous racontent leur histoire, est-ce qu'ils sont contents d'avoir le diagnostic, soulagés? Est-ce qu'ils sont encore plus dans la bataille contre la recherche du problème? Ou est-ce qu'en général, les gens, une fois qu'ils savent que c'est le diagnostic, ils vous racontent être plutôt soulagés puis contents de passer au fait de se mettre en marche? Je sais pas si je dirais que c'est un soulagement. Je pense que, moi, en tout cas, personnellement, j'ai peu de clients qui m'ont dit « je pense pas que c'est ça, puis je veux Moi qu'on non continue à investiguer ». Tu sais, Ok. je pense qu'une fois que ça a été posé, c'est clair pour eux, c'est ça. Puis, tu sais, maintenant, qu'est-ce qu'on peut C'est faire ça, pour ils passent au s'aider? plan de match puis à s'investir en Ouais, réadaptation. c'est ça. Puis souvent, ils vont plus parler des difficultés puis des problématiques que ça apporte de plus être capable de faire leur Ouais, activité. ouais, là. ouais. Fait que souvent, c'est pas tant le diagnostic en tant que tel. Ils vont être plutôt centrés sur leurs problématiques, Oui. leurs difficultés que Ouais. sur le terme en tant que tel. Ouais. Puis à quoi ça ressemble en ce moment au Québec, le portrait général? Fait que, tu sais, vous avez sorti quelques statistiques qui sont les plus intéressantes, que ce soit le nombre de personnes infectées, le pourcentage de gens qui vont développer la COVID longue, etc. Fait que peut-être faire un survol des statistiques principales là, avant Oui. qu'on rentre dans le concret clinique. Parfait. Donc, j'ai regardé un peu Statistique Canada pour avoir les chiffres qui représentent un peu les infections au Canada. Donc, on parle de 15% des infections qui vont avoir des symptômes après 3 mois. Donc, d'où avec le diagnostic COVID longue. Selon l'OMS, ça serait 10 à 20% des infections. Puis, on parle de 47,3, pour être précise, d'entre eux, de ces gens qui ont la COVID longue-là, qui vont avoir encore des symptômes après 1 an. Fait que si on regarde en termes de chiffres là, au Canada, c'est 1,4 million en 2020-2021, 1,4 million de personnes qui avaient la COVID longue à ce moment-là. Fait que c'est quand même beaucoup de gens, si on regarde les chiffres, là, et beaucoup de gens il y a une partie d'entre eux, veut pas, qui ont des difficultés et qui sont toujours pas au travail à ce jour. Là. Ouais, c'est une grande partie de la population, d'où l'importance d'avoir des solutions puis d'en parler. Donc, d'où l'importance de vous avoir aujourd'hui autour de la table pour jaser de ça. Je pense aussi, tu sais, moi, je suis un grand défenseur de tout ce qui est l'éducation en lien avec la condition, la maladie. Je pense que les gens qui ont une condition de santé, peu importe le type de condition, quand ils comprennent bien leurs conditions, ils sont tellement mieux outillés pour s'en sortir. Moins d'anxiété en lien avec la condition, moins de projections futures négatives, on va moins se faire de scénarios. Quand on a vraiment compris notre problématique puis qu'on l'accepte, là, on peut vraiment s'investir dans des solutions. Fait que je pense que c'est super important de faire le travail que vous faites, entre autres en vulgarisation, puis de pouvoir en discuter aussi autour de la table aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on connaît en ce moment? Parce que c'est encore méconnu, puis c'est très embryonnaire en termes des hypothèses qu'on appelle pathophysiologiques. Fait que, tu sais, concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le corps qui fait que quand on a une infection de COVID, il y en a des personnes qui vont développer la COVID longue. Et le but aujourd'hui, c'est pas de faire un plongeon dans la science 101 biologique de la COVID longue, mais c'est quoi, si on fait un petit résumé des hypothèses sur lesquelles les chercheurs travaillent, d'essayer de comprendre d'où ça vient, ce phénomène-là, pourquoi les gens développent la COVID longue, qu'est-ce qu'on sait en ce moment? Petite pause du podcast car je suis très enthousiaste d'annoncer un tout nouveau partenariat pour le podcast avec Overview qui risque de t'intéresser si tu travailles en réadaptation musculo-squelettique. Overview, c'est une plateforme en ligne où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine? Eh bien, en quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. Pour l'avoir moi-même utilisé récemment, c'est une ressource fiable qui est innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques.
En plus, Overview, c'est une entreprise locale québécoise qui est menée par une jeune physiothérapeute inspirante qui veut aider les professionnels à avoir une vision d'ensemble de la pratique basée sur les évidences scientifiques. Tu peux avoir accès dès aujourd'hui à une réduction de 10% sur l'abonnement individuel d'Overview avec le code SANTÉ10. Donc, je t'invite dès maintenant à aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Il y a plusieurs hypothèses qui sont ressorties. Comme tu l'expliques, là, c'est encore nouveau, c'est embryonnaire, comme tu le dis. Donc, j'invite quand même les gens à se maintenir à jour par eux-mêmes si ça les touche, cette condition-là, de près ou de loin, peu importe si vous avez vous-même la condition ou votre proche, de vous maintenir à jour en allant faire des recherches de votre côté. Mais sinon, ce qu'il y a comme hypothèse là actuellement, il y en a une qui explique qu'il y aurait un anticorps qui se développe quelques semaines suite à l'atteinte du virus, qui est normal en soi, on veut développer des anticorps. Par contre, cet anticorps-là viendrait attaquer une enzyme clé dans la régulation du système immunitaire, la réponse du système immunitaire en fait. Donc, cet anticorps-là qui vient attaquer ce régulateur-là, nécessairement, si le régulateur il est attaqué, il n'y a pas une réponse immunitaire qui est saine. Fait que, puis l'enzyme, dans le fond, là, ça s'appelle l'ACE2. Si jamais il y en a qui sont intéressés, là, à aller lire un petit peu plus là-dessus. Fait que ça, c'est une des hypothèses là, qui vient de... Fait que ça amènerait un genre de dysfonctionnement du système immunitaire. Oui, c'est ça, Comme on voit exactement. dans certaines autres conditions où le système immunitaire devient un peu dysfonctionnel. C'est ça. Puis le système immunitaire, au lieu de te protéger contre des infections, peut un peu comme s'auto-attaquer. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est une des hypothèses, c'est ça. Ensuite de ça, il y aurait une dérégulation du système nerveux central autonome. Donc là, on ne sait pas pourquoi il y a une dérégulation. Est-ce que, justement, on parlait possiblement qu'il y ait un ACE2, justement, dans le tronc cérébral? Donc, est-ce qu'il y a une atteinte de ce côté-là? Bon, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Par contre, comment ça peut se traduire, cette dérégulation-là ou cette dysautonomie-là qu'on appelle? Ça peut être, par exemple, par des dérégulations de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Ça peut être de la température corporelle aussi. Bref, tout ce qui est des fonctions réflexes, autrement dit, ce que le système nerveux autonome va venir réguler, justement. Ça peut se traduire comme ça. Puis ce sont souvent des symptômes qu'on va voir là, chez nos clients puis qui vont créer quand même beaucoup d'inquiétudes. Hein, ils vont avoir des tachycardies ou le fameux POTS qu'on va pouvoir parler plus tard. Là, le cœur qui bat très rapidement. Oui, c'est ça exactement. Fait que c'est quand même des inquiétudes chez nos clients. Puis là, une fois qu'on leur explique ça, c'est quoi la dysautonomie, comment ça peut s'expliquer. Là, oui, comme tu le dis tantôt, ça vient les outils un petit peu plus puis ça vient les calmer, les rassurer. Là. Fait que... Mais ça, je trouve ça intéressant parce que système nerveux autonome, on parle de système nerveux sympathique, parasympathique, qui sont des termes souvent que les gens ils connaissent, là, qui est entre autres relié à la réponse de stress, la réponse de fuite et tout ça. Et on voit ça dans les commotions cérébrales, des gens qui vont avoir des dysfonctionnements de leur système nerveux autonome. Souvent, ils vont avoir un aspect physiologique de la condition, fait qu'ils vont avoir des symptômes exacerbés à l'effort, tout le rythme cardiaque qui peut être un peu dérégulé. Fait que c'est quand même intéressant de voir, parce qu'on sait qu'il y a déjà des parallèles à faire entre les commotions cérébrales et la COVID longue par rapport à certains principes de rééducation. Fait que je trouve ça intéressant que c'est une des hypothèses pathophysiologiques qui est suggérée. Oui, puis on va utiliser cette hypothèse-là, en fait, pour venir faire des interventions, justement, par rapport à calmer le système nerveux central, justement, pour passer du système sympathique au système parasympathique de rest and digest, comme on dit là, en anglais. Là. Le calme du corps humain, des systèmes. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, on va l'utiliser là, pour dire au client, écoute, en ce moment, ton système nerveux, il est surchargé, là, tu sais, il est en sympathique tout le temps, il est en stress. Il est pris dans son système sympathique de stress, puis tu te reposes, mais que tu ne rebalances pas dans le parasympathique, au final, le repos, il sert pas à calmer. Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça reste mieux que rien, mais c'est pas un repos qui est récupérateur, qui est bénéfique à 100%, optimal. Fait que tout ce qu'on peut faire pour favoriser le parasympathique, ça fait partie dans les premières étapes. Là, Exactement. Fait que c'est une hypothèse quand même qu'on va beaucoup expliquer là, aux clients, dans le fond. Sinon, d'autres rapidement, là, on va parler parfois dans certaines études de la fameuse microbiote là, qui est assez à la mode. C'est ça, qu'on en parle quand même assez en ce moment. Je pourrais pas aller plus loin que ça, en fait. Là, je sais juste qu'il pourrait y avoir possiblement un lien là, avec ça. On parle également de dysfonction mitochondriale. Oui, c'est ça que j'allais amener, que j'avais lu dernièrement, là, qui est une des choses que je voyais beaucoup à l'étude. Oui, c'est ça. Fait que la mitochondrie, qui est
le générateur d'énergie, si on veut, là, dans nos cellules, exactement. Fait que s'il y a une dysfonction de ce côté-là, ben nécessairement, on peut avoir des symptômes dont un manque d'énergie. Oui, tout à fait. Fait que ça peut être une hypothèse aussi qui a été ressortie. On parle aussi souvent d'inflammation de bas grade. Puis ça a du sens dans le sens où nous, quand on voit nos clients, la plupart, tu sais, ils font souvent des prises de sang. On se le cachera pas. Il y a beaucoup d'investigations qui sont poursuivies, justement, chez nos clients, même après que ça fasse plusieurs années qu'ils ont été diagnostiqués avec la COVID longue. Puis la majorité du temps, quand ils reviennent avec les résultats des prises de sang, on leur demande, y a-t-il quelque chose qui est ressorti? La majorité du temps, le facteur inflammatoire est assez élevé là, dans leur prise de sang. Là. Fait que... Ça, c'est un autre point clé qu'on voit avec plusieurs conditions chroniques. Tu sais, quand on parle, que ce soit des conditions comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol, tu sais, le fameux syndrome métabolique, on sait que les gens qui sont atteints de ces conditions-là ont ce qu'on appelle une inflammation systémique de bas grade. Fait que c'est comme si le corps maintient un état inflammatoire qui est un peu plus élevé que la normale, ce qui peut favoriser des problématiques dans le corps. Mais on voit ça aussi même dans certains cas de douleurs chroniques, des cas de certaines pathologies de santé mentale ou certains diagnostics en santé mentale. Fait que c'est quand même intéressant de voir que, tu sais, c'est pas farfelu de voir ces éléments-là en lien avec la COVID longue parce qu'à un moment donné, il y a une limite au nombre de mécanismes qui peuvent expliquer des conditions chroniques dans le corps. Tu sais, le corps est quand même, il n'y a pas de nouvelles parties de notre corps, nouveaux systèmes qui sont créés. Là, on fait avec les systèmes qu'on a. Fait que quand même intéressant. Autre chose où ça fait un bon survol? C'est sûr qu'il y a autre chose, en fait, mais je te dirais que ça, c'est les principales qu'on va voir ressortir dans les études là, à l'heure actuelle, comme je le disais tout à l'heure. Fait que, tu sais, à noter qu'on est janvier 2024, fait que c'est ce qu'on sait en date d'aujourd'hui. Exact. Parlons du portrait clinique de ces gens-là. Fait que concrètement, ces gens-là, ils vont vous consulter en clinique. À quoi ressemble le portrait global en termes de symptômes? Fait que d'abord, si on commence avec ça, c'est quoi les symptômes principaux que les gens rapportent? Et peut-être parler du symptôme qui est quand même cardinal dans la COVID longue, qui est ce fameux malaise post-effort. Fait que faisons un tour de table là-dessus. Bon, c'est sûr que le principal symptôme qu'on va voir chez pratiquement tous les gens atteints de COVID longue, c'est la fatigue. Puis ici, on parle pas de « j'ai eu une grosse journée, je suis fatiguée, je vais dormir, puis je vais être correct demain ». C'est aucunement cette fatigue-là. C'est vraiment une fatigue qui est extrêmement intense, qui va vraiment avoir un impact à long terme. Là. Fait que c'est pas juste « je suis fatiguée aujourd'hui, demain je vais être correct ». Ça peut durer plusieurs jours. C'est vraiment ça le plus important. Puis sinon, après ça, la COVID peut affecter tous les systèmes. Fait que n'importe quel symptôme de tous les systèmes peut être... Choisissez celui que vous voulez. Bon, on en a nommé quelques-uns tout à l'heure. Maux de tête, ça peut être des problèmes de vision, ça peut être des étourdissements, des vertiges, des problèmes de tension artérielle, la fréquence cardiaque, ça peut être des douleurs, que ce soit des douleurs articulaires, musculaires, des douleurs spécifiques de réintroduire de l'activité. C'était trop pour le tissu, finalement, développer une tendinite, ça peut aussi tout ce qui est symptômes cognitifs aussi, là, difficulté attentionnelle, concentration, exécution de la journée, des tâches et tout ça. Là. Oui, ça, c'est plus en ergo. Santé mentale aussi, là, je me permets de rajouter. C'est vraiment, je dirais pas de base, là, mais bref, dans la clientèle qu'on voit, c'est sûr que, étant donné que c'est ceux qui sont les plus incapacités, ben nécessairement, il y a une atteinte là, au niveau de la santé mentale qui est quand même très importante à adresser là, en clinique, en réadaptation. Oui, parce que pour plusieurs, il y a un avant et un après. En tout cas, pour les gens qui étaient en parfaite santé et qui se retrouvent non fonctionnels au quotidien et qui ne sont pas capables de travailler, c'est très difficile d'accepter ça. Fait qu'il y a un coût au niveau de la santé mentale. Oui, exactement. Puis comme la plupart des autres conditions chroniques, c'est un peu invisible. Fait que, tu sais, on le verra pas que cette personne-là est atteinte de COVID longue. Fait que... Il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de coupure. Non, exactement. Visuellement, on le voit pas, à part des fois, on voit les signes de fatigue qui peuvent être présents, là, mais c'est très invisible, fait que ça apporte beaucoup d'incompréhension de la part de la famille, de l'entourage, des amis, le corps médical aussi, les employeurs, fait que ça l'amène beaucoup de stress aussi de ce côté-là. Surtout avec, je dirais, la composante malaise post-effort. On n'en a pas parlé, là, mais tu sais, souvent la personne, par exemple, elle va avoir des épisodes où est-ce qu'elle va être un petit peu plus fonctionnelle, tu sais, elle va quand même être capable de faire une base au niveau des activités quotidiennes domestiques, où, tu sais, elle va venir dans, par exemple, une évaluation en clinique avec des professionnels de la réadaptation, puis elle va être
OK, elle va être capable de faire certaines activités. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est peut-être 3 jours plus tard, ben là, il y a un énorme crash, puis la personne n'est pas capable de rien faire. Elle est alitée, elle a énormément de symptômes, tu sais. Fait que des fois, ça peut porter à confusion aussi. Tu vois la personne, puis tu dis, ben, elle va bien, tu sais. Elle est capable de fonctionner, elle me parle, tu sais. Alors que, oups, le lendemain, ben, elle est pas capable de rien faire à la maison, tu sais. Fait que ça peut apporter cette confusion-là aussi chez l'entourage, le grand public puis aussi. ça, justement, le malaise post-effort, ça serait le symptôme cardinal de la COVID longue, là. C'est ce qui représente majoritairement la COVID longue. Puis ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, là. Fait que une fois que l'épisode actuel de malaise post-effort. Fait que c'est-à-dire suite à un effort. Ouais, ben. Là, on en parle, mais. Ouais, définissons-le. Fait que, dans le fond, le malaise post-effort, c'est une exacerbation des symptômes qui va être démesurée par rapport à l'effort qui a été donné. OK? Ça, c'est super important, là. Faut pas. Si, par exemple, quelqu'un défait son lave-vaisselle, même le haut de son lave-vaisselle, puis ensuite n'est pas fonctionnel pour le reste de la journée, ben on voit clairement que il y a une mauvaise proportion là, des symptômes par rapport à l'effort qui a été donné. C'est pas un effort qui est très exigeant de défaire la moitié de son lave-vaisselle. Alors, ça ne devrait pas nous causer autant de fatigue, de maux de tête, des étourdissements, des douleurs, tu sais. C'est pas normal, ça. Fait qu'il faut vraiment retenir le disproportionné là, par rapport à l'effort qui a été donné. Un autre critère aussi, c'est que c'est à retardement, souvent. Fait que souvent, si je reprends l'exemple du lave-vaisselle, la personne va défaire son lave-vaisselle, va être capable de continuer quelques tâches. Puis ça peut être, par exemple, 12 à 72 heures plus tard qu'elle va ressentir les symptômes, dans le fond. Fait que les gens peuvent, entre guillemets, payer le prix pour l'effort fait, mais beaucoup plus tard. Fait que ça devient difficile pour eux de savoir qu'est-ce qui a causé cet effort-là et d'être capable de faire une rétroaction puis de moduler leurs activités quotidiennes. Et quand on mélange avec les troubles d'attention, les troubles de mémoire, ça devient un peu complexe de reculer dans le temps pour faire comme c'est peut-être ça qui est arrivé. Ouais. Puis ça, comment on va parler tantôt d'intervention générale, mais vu qu'on parle du malaise post-effort, c'est quoi les principes directeurs pour faire la gestion de ce symptôme-là en tant que tel, en réadaptation physique? Bon, ben là, je l'avais pas dit dans la définition, là, mais tu sais, d'abord, faut savoir que le malaise post-effort peut être causé autant par une exigence physique. Oui, ça, souvent, on va dire, ben, regarde, je suis allée courir, fait OK, c'est pour ça que j'ai eu un malaise post-effort. On dirait que le lien se fait facilement. Mais ça peut être aussi causé par des exigences cognitives. Donc, regarder la télé. Des fois, on va se dire, ben, j'ai rien fait, j'ai regardé la télé. Planifier un souper, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Ou juste parler avec quelqu'un, tu sais, parler au téléphone. Des fois, ils pensent pas, mais c'est une exigence qui va prendre de l'énergie pour ces gens-là et qui peuvent causer un malaise post-effort. Puis ça peut être aussi une exigence affective. Donc, si je vis une émotion intense, autant positive que négative, tu sais, on a déjà vu des gens qui, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu quelqu'un de leurs proches, étant donné la pandémie, puis là, ils se retrouvent, ils sont super contents, ils vivent une belle émotion, mais suite à ça, ben, il y a un malaise post-effort, puis là, ben, voyons, comment ça, tu sais, j'ai rien fait. Ah, ben, j'ai vécu une émotion intense, tu sais. Fait que ça, c'est important de le considérer quand on fait cette analyse-là de qu'est-ce qui a causé le malaise post-effort, puis comment on fait pour moduler, justement, là, aller chercher les stratégies, justement. Puis ça fait un bon lien. Tu sais, on va en parler tantôt de l'influence des facteurs psychosociaux sur cette condition-là, mais juste sachant le fait que un stimulus émotionnel ou attentionnel peut amener un malaise post-effort ou des symptômes, mais d'où l'importance de considérer tous les facteurs psychosociaux d'une personne puis de considérer la personne dans son ensemble. Fait que si la personne, par exemple, a une nature plus anxieuse, ben dans un épisode où il y a de l'anxiété qui est vécue, ça pourrait être un exacerbateur de symptômes. Fait que on peut pas juste traiter la condition en tant que telle, il faut considérer c'est quoi les enjeux, les difficultés de ces personnes-là. Si la personne, en plus d'avoir la COVID longue, est en train de vivre un divorce ou est en train de, je sais pas, le deuil d'un enfant ou il y a un enfant qui a de la difficulté à la maison, puis cette surcharge-là, émotionnelle, psychologique, mentale, peu importe comment on veut l'appeler, mais ça a un impact sur la vitesse à laquelle la réadaptation peut aller. Oui, définitivement. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir une vision holistique, justement, là, de la personne pour s'assurer que, on vient chercher tous les éléments qui peuvent contribuer ou pas à la réadaptation. Là. Fait que oui, tout à fait d'accord avec toi. Pour répondre à ta question là, par rapport à comment moduler comment on gère ça? Le malaise post-effort, ben
bon, premièrement, il faut savoir c'est quoi. Fait que les gens comprennent. Oui, c'est ça. Fait qu'on va expliquer ce qu'on vient de te dire. En fait, c'est quoi la définition d'un malaise post-effort. Puis tu sais, plus loin que ça, quand ça fait longtemps qu'on suit quelqu'un, on va avoir fait l'enseignement au début, mais tu sais, je donne l'exemple, on a des clients qu'on suit depuis 2 ans et demi, presque 3 ans, qui vont avoir eu la définition initiale, qu'on va avoir répétée au fur et à mesure des rencontres, mais qui, après 2 ans, ben là, je suis en malaise post-effort en ce moment, ou c'est une exacerbation des symptômes qui peut être normale, entre guillemets, parce que j'ai augmenté un petit peu mon niveau d'activité. Fait que des fois, de redépartager entre les deux, c'est-tu un malaise, ça l'est-tu pas, la personne est rendue plus stable aussi dans sa condition, fait que ça peut être plus difficile de savoir est-ce que c'est un go ou c'est un stop, ou tu sais. Fait que ça peut être un autre défi là, qui se rajoute chez les gens qui ont des symptômes persistants pendant plusieurs années. Mais sinon, de façon générale, ben on va se fier au malaise post-effort pour savoir si justement c'est un stop ou un go. Ouais. Fait que si on a un malaise post-effort qui est confirmé, là, entre guillemets, on va discuter avec la personne pour voir est-ce qu'on répond aux critères que j'ai nommés tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que c'est des signes et symptômes, une exacerbation en fait de signes et symptômes qui est disproportionnée par rapport à l'effort qui a été donné, est-ce que c'est à retardement, puis est-ce que ça m'empêche de participer à mes activités au quotidien. Ça, c'est comme les critères pour dire, OK, ça semble être un malaise post-effort. C'est ça, exactement. Fait que si on a ça, ces 3 choses-là, puis là, on s'attend. Des fois, c'est un peu difficile aussi parce que les gens, on va majoritairement les voir en visioconférence. Ouais. Donc, c'est beaucoup du subjectif. Hein? Fait qu'on n'a pas beaucoup d'objectivables. C'est difficile d'aller chercher du tangible. Fait qu'on se fie à la personne, elle nous dit, ben garde, moi, j'ai fait telle activité. Je pense que c'est ça qui a causé mon malaise post-effort. Puis là, j'ai tel symptôme que j'ai pas normalement dans ma baseline qu'on va appeler. L'état de base, là, quand les gens sont à leur mieux, entre guillemets. C'est ça, à leur mieux qui est quand même empli de symptômes. Ouais. Fait que, tu sais, l'état de base, ben là, est comme exacerbé peut-être fois 10, puis la personne n'est pas capable de faire ses activités. OK, donc on confirme qu'on a un malaise post-effort ici. Ouais. OK? Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'on est dans le stop. Faut qu'on arrête les activités quotidiennes. Bon, quotidiennes. On s'entend, là, on maintient les activités de base vitales, là, fait que de se laver si on est capable, de se nourrir, évidemment. Donc, toutes les activités de base, on va les maintenir, mais tout ce qui est non nécessaire ou superflu, si on veut, ben on va mettre ça sur pause pour le moment. Moi, j'appelle ça, en anglais, excusez l'anglicisme, le low energy mode. Ouais. Ou le mode économie d'énergie. Ouais. Comme sur notre cellulaire. Tu sais, quand on est à moins de 20% de batterie, on va avoir un petit pop-up qui va nous dire « Voulez-vous vous mettre en mode économie d'énergie? » On ferme les applications en arrière-plan. Etc. C'est ça. Fait qu'on veut faire la même chose avec notre corps dans ce moment-là. Fait que quand on confirme qu'on a le malaise post-effort, ben moi je dis « OK, ben on se met en mode économie d'énergie. » Donc, on met tout ce qui est superflu sur pause et on se concentre sur recharger la batterie. Comme on disait tantôt, là, on va pouvoir regarder ensemble c'est quoi les différentes pauses qui sont réellement je rebranche ma batterie et non pas je suis juste assis, je regarde la télé puis je me dis c'est comme ça que je recharge ma batterie. Ouais. Fait qu'on pourrait y venir, là, mais c'est ça. Fait que là, on est en stop. Si on n'a pas de malaise post-effort qui est confirmé, là, bon, c'est un petit peu plus complexe. On a une certaine progression là, qu'on va aller recommander aux gens. Mais en gros, ben là, oui, on peut continuer à faire nos activités quotidiennes tant et aussi longtemps que ça ne vient pas créer de malaise post-effort, justement. C'est sûr que une des premières interventions qu'on va faire, c'est d'éduquer sur le malaise post-effort et leur montrer quoi faire pour éviter ces malaises post-effort parce que malheureusement, plus il y a des cycles répétés de malaise post-effort, plus la condition peut dégrader. Fait que souvent, on va vraiment... on a une fiche d'intensité de symptômes. Ouais. Comme une échelle de mesure des symptômes. Oui, exact. Je cherchais le mot. Merci. L'échelle des symptômes. L'échelle des symptômes. Puis on va leur remettre cette échelle-là pour qu'ils puissent voir un peu, en ce moment, je me situe à 2 sur 10 au niveau de mes symptômes, de ma fatigue. Puis on a comme une partie qui est zone d'effort tolérable, puis hors zone. Fait que souvent, on va leur nommer que, mettons, sur notre échelle de symptômes, c'est le 4 sur 10. Le 4 sur 10, ça équivaut à une fatigue modérée. Je peux continuer à faire mon activité, mais avec inconfort, ou je dois modifier la façon que je le fais pour pouvoir continuer. Fait que souvent, moi, ce que je vais nommer à mes clients, c'est dès que tu sens que tu dois changer la façon que tu fais ton activité, que tu ralentis, que tu fais répéter 2 fois, que tu lis 2 fois la même ligne, t'es à 4 sur 10 et tu arrêtes là. C'est pas « je finis ma page puis j'arrête ». Fait que c'est leur seuil. C'est le seuil de « si tu dépasses, tu risques de tomber en malaise post-effort ».
Puis ça, est-ce que vous avez tendance à le faire dans un contexte où il y a eu un historique de malaise post-effort, puis là, on est dans un peu un plan de match pour éviter qu'il y en ait à répétition, ou d'emblée, vous éduquez les gens à ce qu'à 4 sur 10, ils arrêtent leurs activités pour être capables de faire une quantification des activités? Bon, je dirais que 100% de notre clientèle Ouais. a des malaises post-effort. Fait que c'est sûr que, bon, on va faire C'est dans l'évaluation. la gestion des épisodes, principalement, pour Ouais, vous. c'est ça. Fait que, tu sais, mais ça reste qu'on va quand même faire l'évaluation là, pour voir, mais tu sais, 100% du temps. Puis là, Ouais. le 4 sur 10 de quelqu'un sera pas le 4 sur 10 d'une autre Exact. personne. Fait qu'on se fie aussi à leur capacité. Mais ça, cette gestion de 4 sur 10-là, c'est dur à aller chercher le baseline puis à ce que la personne comprenne elle est où sur l'échelle de symptômes, qu'elle s'arrête pour vérifier elle est où sur l'échelle de symptômes parce que je sais que moi, je suis du genre à faire ça, mais si je fais la vaisselle, je suis un peu en mode pilote automatique. Ouais. Fait que je le sentirai pas, mes symptômes, Mhm. que je vais être à 4 sur 10. Fait que c'est de ramener la personne consciente de son corps, de ses symptômes, de leur faire prendre des pauses. Fait que à chaque 5 minutes, à chaque 10 minutes, t'arrêtes 1 ou 2 minutes, tu fais un scan, voir comment je me sens, je suis où sur mon échelle, ok, je peux continuer, ou je vais aller prendre une pause pour éviter de Ouais. dépasser. Là. Il y a un parallèle avec la gestion d'une commotion cérébrale aiguë où on demande aux gens de. Tu sais, le consensus le plus à jour sur la gestion aiguë, c'est de ne pas permettre une augmentation significative des symptômes. Puis la significative, c'est vu comme un plus 3 à 4 sur une échelle de 10. Fait qu'il y a un peu ce parallèle-là à faire où quand les gens, par rapport à leur niveau de base, sont à plus 3 sur 10, bien là, on parlerait d'une augmentation modérée des symptômes. Puis là, on demande aux gens d'arrêter ce qu'ils font, de changer d'activité ou se reposer pour que les symptômes reviennent au niveau de base et d'ensuite revaquer à leurs occupations. Fait que, il y a cette notion de, grosso modo, c'est de la quantification du stress général, du stress physiologique, là, que ce soit une tâche mécanique, physique, cognitive, émotionnelle, peu importe. Là. Exactement. Est-ce que c'est dur pour les gens de gérer ça? Oui. Ouais. Et Oui. c'est normal, là, avec raison. Je veux dire, Mhm. tu sais, on est les premiers à leur répéter, ce qui est encore une fois très normal. Ouais. Mais on se met à leur place, là, ça doit être excessivement difficile. Mhm. Puis, tu sais, on n'en a pas parlé, mais souvent, les gens qu'on voit vont avoir un portrait de... J'ai encore juste le mot en anglais, le overachiever. Là. Tu sais, quelqu'un qui est surengagé occupationnellement, tu sais, qui va être, par exemple, une mère de 3 enfants, qui va travailler plus que 40 heures par semaine, qui va être un athlète, qui va faire beaucoup de sport, qui va être très engagé dans sa communauté. Donc, quelqu'un qui est vraiment là... habitué de mener Oui. beaucoup de projets, beaucoup de fronts de plein d'aspects de sa vie. Là. Exactement, puis qui est performant dedans. Exact, c'est ça. Puis qui aime ça, tu sais. Fait que quand on arrive du jour au lendemain où est-ce que là, oups, j'ai des symptômes, puis nous, la première affaire qu'on leur dit, c'est ralentis, arrête, dose, prends des pauses. Ouais. C'est quoi ça, des pauses, tu sais? C'est quoi arrêter? Écoutez c'est quoi mon doser? corps, c'est quoi ça? C'est ça. Ouais. Ben, au final, c'est que les gens sont confrontés à ne plus être la version qu'ils connaissent d'elles-mêmes. Exactement. Fait que quand les gens se définissent par être capable d'être un parent monoparental avec 2-3 enfants et d'avoir un travail et de s'entraîner et de cuisiner maison et ci et ça, puis que là, ils sont plus capables de remplir cette définition d'eux-mêmes, mais là, c'est très confrontant, puis ça peut rentrer à que ce soit difficile d'accepter cette réalité-là, Ben oui. qu'elle soit temporaire ou permanente. Oui, exactement. Puis 100%. ça ajoute à la difficulté d'accepter la maladie parce que c'est tellement imprévisible. Ouais. On sait tellement pas grand-chose que, tu sais, là, nous, ben là, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que je vais m'améliorer? On ne sait-tu pas? Tu sais, on n'a pas de réponse pour eux. On n'a pas de rien de tangible encore. Fait que ça rend ça encore plus difficile. Puis, ben, veux pas, c'est un deuil, là. Ouais. Même si, comme on le dit, on sait pas si c'est temporaire ou pas, ça reste que dans le moment présent, c'est un deuil actuel. qui est très, très, très important de la majorité de leur rôle. Pour ceux qu'on voit, là, je parle en clinique, là. Ouais. Tu sais, leur rôle de travailleur, justement, sont en arrêt de travail, leur rôle de parents, leur rôle d'amis, leur rôle de participants à contribuer à la communauté, tu sais, c'est tous des rôles qui sont mis sur pause en ce moment. Puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on va entendre chez nos clients, je sais pas pour toi, là, mais ils vont me dire, j'ai l'impression que ma vie est sur pause puis que tout le reste autour de moi continue à bouger, tu sais. Ouais. Je suis comme plus dans le monde, là, tu sais. Fait que c'est vraiment ce sentiment, ce deuil-là, premièrement, puis ce sentiment-là d'être vraiment à l'écart là, par rapport à la société en général. Ouais, ben ils vont sortir, grosso modo, leur vie est pas normale. Ouais. De ce que eux connaissent. Tu sais. Ouais, c'est ça. Exact. Puis quand je préparais l'épisode dans les
finalement, la dernière année. C'est Bref, ça. j'ai lu plus sur la COVID longue pour essayer de voir comment la recherche évolue, puis écouter différents podcasts où les plus grands chercheurs sur la COVID longue étaient interviewés. Puis c'est vraiment, en ce moment, consensuel, la gestion du malaise post-effort, qu'il faut vraiment faire un dosage et tout ça. Puis ça peut confronter, en fait, et faire un peu un clash avec ce qu'on est habitué de faire en termes de gestion des pathologies, disons, en santé physique C'est ou même totalement en santé l'inverse. mentale. Fait que, tu sais, prenons par exemple quelqu'un qui a une lombalgie, un mal de dos chronique, ben, le repos excessif et constamment écouter ses limites et mettre des limites intenses, c'est pas dans les meilleures pratiques. Au Non. contraire, les gens vont tendance à nuire à leurs conditions s'ils se mettent trop au repos puis s'ils écoutent trop leurs symptômes parce que bref, on a déjà parlé au podcast de tous les mécanismes impliqués dans la douleur chronique, mais le fait que l'intensité de la douleur peut ne plus refléter après un certain temps l'intensité le niveau de sévérité de la blessure, etc. Fait que bref, ça choque. Moi, ça me choque personnellement comme professionnel de la santé de dire « Ah, pour cette population-là, il faut vraiment les mettre sur un stop ou vraiment les ralentir. » En même temps, la science pourrait évoluer, puis dans 5 ans, on pourrait voir que finalement, ben, faut pas autant mettre un stop, il faut un peu accélérer, mais c'est dur en ce moment d'accepter que c'est ça la meilleure façon de faire, puis que ces gens-là peuvent être vus comme des personnes... T'sais, ils peuvent être stigmatisés comme des personnes paresseuses qui font rien, qui ne veulent pas pousser de leurs symptômes, qui font de l'évitement, alors qu'en ce moment, ben, malheureusement, ça semble être la meilleure avenue pour l'instant. Mais je dois dire que j'ai quand même lu certains éléments où il apporte quand même l'autre portrait de la médaille, c'est-à-dire ça questionne le fait sur le long terme, est-ce qu'on ne sait pas ce que ça va donner à long terme, c'est-tu la meilleure façon de faire, mais pour l'instant, avec les données qu'on a, ça semble être la recommandation clinique. Fait que c'est dur à manœuvrer cette notion-là de devoir mettre un frein sur les gens qui ont à répétition des malaises post-effort et qui sont peut-être dans la forme plus sévère de la maladie, qui doivent faire beaucoup de la gestion, entre guillemets, de l'évitement des fois, versus ce qu'on est habitué de dire aux gens. Tu sais, on est habitué de dire bouger, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Mais là, c'est comme une condition spécifique que pour ces gens-là, dans certains contextes, c'est pas la solution. Non. Fait que ça, c'est difficile à accepter pour les professionnels de la santé et même pour les gens qui vivent avec la condition elle-même. J'interromps le podcast une petite seconde pour te parler d'une formation en ligne de bioéducation qui est directement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. C'est une formation en ligne sur la prise en charge de la COVID longue qui est donnée par 2 formatrices physiothérapeutes internationales. Et vraiment, on a besoin de solutions pour les patients et les patientes qui sont atteints de la COVID longue. C'est une nouvelle condition que les physiothérapeutes et les professionnels de la réadaptation doivent prendre en charge et il faut assurément se former adéquatement sur le sujet. Donc, si ça vous tente, allez voir le lien dans la description de l'épisode du podcast d'aujourd'hui pour en savoir plus et comme d'habitude, vous pouvez utiliser le code rabais Goujon15 sur les formations en ligne à prix régulier. Oui, puis c'est tellement une nouvelle condition que c'est pas tout le monde qui connaît que c'est le repos. On favorise le repos. Ouais. Fait qu'il y a certains professionnels du corps médical qui vont dire à nos patients, ben là, il faut que tu commences à bouger, faut que tu ailles marcher, faut que tu bouges. Alors que nous, à l'inverse, on leur dit non, t'arrêtes, tu vas plus bouger. Si tu vas marcher, c'est 1 minute. Tu vas marcher 1 minute parce qu'à 2 minutes, tu crashes. Fait que c'est très confrontant. Puis là, ils ont 2 discours qui correspondent pas à leur valeur, à leur capacité. Fait que c'est ultra confrontant, c'est ultra... ça amène beaucoup de détresse. Beaucoup. Puis même nous, au départ, on a fallu s'habituer aussi à ce discours-là. un bon ajustement, là, ouais, parce que justement, en travaillant avec beaucoup de clients en douleur chronique, ben, on avait complètement le discours inverse, là, tu sais. Il faut les impliquer dans l'activité physique, les pousser, les accompagner. Puis on parlait de kinésiophobie, par exemple, avec les clients en douleur chronique. Ben là, c'est quasiment comme si la kinésiophobie est un facteur protecteur, tu sais, pour les gens qui ont la COVID longue, ce qui est vraiment, ça n'a aucun sens pour nous, là, tu sais, ce lien-là, tu sais. Fait que oui, puis encore à ce jour, tu sais, on en a des professionnels, des médecins, tu sais, des cardiologues qui vont avoir dit à leurs patients, voyons, ça n'a pas d'allure, faut que tu bouges, puis tu sais, faut que tu te remettes à faire de l'activité physique, puis même nous, des fois, là, on se dit, c'est vrai, mais c'est pas vrai, là. Parce que si on se fie juste au système cardiovasculaire, oui, en effet, c'est ça qu'il faudrait faire, mais quand on considère la COVID longue, ça marche pas les deux ensemble. C'est là où il y a toujours, tu sais, puis quand vous êtes avec vos clientes, il y a un aspect beaucoup nuancé sur l'éducation que vous faites
fait envers ça. C'est-à-dire que c'est individualisé pour chacun. C'est pas vrai de dire toutes les personnes qui ont la COVID longue, il faut éviter l'activité physique. Tu sais, ça dépend vraiment du portrait clinique. Puis tu sais, c'est plus nuancé que ça, mais quand on parle de recommandations générales, c'est quand même un des principes directeurs en ce moment pour la gestion de ce symptôme-là qui est le malaise post-effort. Ouais. Puis, tu sais, ça reste que en général, on veut que les gens fassent leurs activités. Tu sais, on leur dit pas de ne rien faire. On veut qu'ils en fassent le plus possible, en fait, dans la mesure où il ne se crée pas de malaise post-effort. Ouais. Fait que c'est vraiment, là, on se rend au maximum jusqu'à un malaise post-effort, puis c'est ça. Étant donné qu'on ne sait pas c'est quand qu'il va apparaître le malaise post-effort, ben on est très, très conservateur, si on veut, dans la gestion des symptômes. C'est là où on va utiliser là, l'échelle des symptômes, puis s'assurer qu'on se rend pas au malaise post-effort. Ouais. C'est là la différence, dans le fond. Alors qu'en douleur chronique, ben on peut se rendre à ce point-là. Tu sais, il y a pas de danger réel en douleur chronique, alors qu'en COVID longue, ben oui, il y en a un de chronicisé, tu sais. Fait que c'est souvent de fragmenter les tâches et souvent, moi, je vais partir de zéro. Fait que la balayeuse, si ça marche pas, ben quand on va réintroduire la balayeuse, parce qu'on est rendu là, on est stable, le niveau quotidien est relativement bien acquis, la personne va bien, ben tu vas faire une pièce. Tu fais pas l'appartement ou la maison au complet, tu fais une pièce, tu t'assois. Ouais, le fractionnement des activités. Exactement. Ouais. Exactement. Un peu comme on ferait aussi en douleur chronique ou en commotion cérébrale. Ouais. Mais c'est très dur. C'est facile à comprendre. Difficile extrêmement à appliquer. difficile à appliquer. C'est ça. Puis souvent, on va parler à nos clients de la réadaptation en 3 étapes. Ça les aide un petit peu à voir où est-ce qu'ils se situent, où est-ce qu'on s'en va. Ça donne espoir aussi à ces clients-là. Tu sais, la première étape, souvent, quand on va recevoir les clients en clinique, ils savent à peu près rien sur la COVID, le malaise post-effort, ils savent pas c'est quoi, comment gérer ça et tout. Fait que souvent, ils sont encore une fois en surengagement occupationnel. Donc, ils vont être parfois encore au travail. Ils vont essayer de faire leurs activités quotidiennes, mais souvent, ils sont au travail, puis c'est tout ce qu'ils sont capables de faire. Ils reviennent à la maison, puis ils ont plus d'énergie, ils ont plein de symptômes, ils sont en malaise post-effort constamment, en fait. Ouais. Fait que la première étape, ça va être premièrement, souvent, on va recommander un arrêt de travail, là. Ce qui est rare. Ça aussi, ça a été confrontant pour nous, là, tu sais, de retirer quelqu'un de son milieu de travail. On veut pas ça, là, tu sais. Mais là, étant donné qu'on doit venir diminuer les activités pour éviter le malaise post-effort, on a comme pas le choix des fois là, d'aller jusqu'à ce point-là. Fait que la première étape, c'est de diminuer drastiquement le niveau d'activité pour venir cesser en fait le malaise post-effort perpétuel. Deuxième étape, on va essayer de trouver la stabilité dans la condition. C'est ça. Donc, on va faire l'enseignement justement à la personne pour qu'elle sache comment gérer les malaises post-effort pour les éviter le plus possible. Puis ce qu'on veut, c'est d'atteindre un minimum d'1 mois sans malaise post-effort. OK. Donc, c'est comme savoir qu'on a atteint un échantillon assez long de stabilité. Fait qu'on sait que quand la personne fait à peu près ces activités-là, elle a son niveau de base stabilisé. Et voilà. Fait que c'est ça qu'on va appeler la baseline. Là. Donc, on parlait tout à l'heure. Là, fait que d'aller chercher ce mois-là, puis de savoir aussi qu'on a une certaine marge de manœuvre dans ce mois-là. C'est parce que c'est bien beau faire nos activités quotidiennes, avoir nos objectifs, puis dire, OK, je fais tant de fois, tant de minutes de marche ou tu sais, peu importe. Si j'arrive dans mon quotidien, j'ai un imprévu, ce qui est tout à fait normal, on s'entend. La vie, c'est ça. Dès que j'ai un imprévu, je crash, ça veut dire que ma marge de manœuvre est pas suffisante pour me dire je passe. C'est ça. Je peux donc pas passer à la 3e et dernière étape qui est de faire des micro-progressions. Donc, la 2e, c'est bien important. Oui, on a le mois sans malaise post-effort. Moi, il faut qu'on ait une certaine marge de manœuvre, un certain coussin dans notre quotidien qui nous permet d'avoir ces imprévus-là tout en évitant le malaise post-effort. Si ça, c'est atteint, là, on peut passer aux micro-progressions. Puis là, on dit c'est des micro-progressions. Donc, on n'est pas dans je fais pas de marche, je fais 30 minutes de marche. Là. Marie-Ève le disait tout à l'heure, là, on reprend les activités très, une pièce à la fois à l'aspirateur, 1 minute de marche de plus, des micro-progressions comme ça. Exactement. Puis en monitorant les malaises post-effort toujours, il faut toujours s'assurer qu'il y en a pas. Si tu passes de 0 à 30 minutes de marche, t'as 30 minutes que ça se peut que ton niveau de malaise post-effort soit dans ces 30 minutes-là si ça fonctionne pas. Ouais. Peut-être qu'il va avoir de la chance puis que 30 minutes, ça fonctionne, mais peut-être que c'est à 15, peut-être que c'est à 10, peut-être que c'est à 3, on le sait pas. Fait que si on part de 30 puis qu'on doit reculer jusqu'à temps de trouver le niveau de base, ça peut être long et ça peut détériorer avec tous ces malaises post-effort-là. Fait que moi, je préfère partir de 0 puis d'augmenter. Comme ça, je suis sécuritaire. Puis ça avance. Au lieu de reculer, on avance. Que ce soit plutôt, c'est mieux que ce soit une pente très petite, mais progressive, que de toujours avoir des montagnes russes. Puis c'est la même chose en douleur chronique. Quand les gens sont habitués d'avoir des épisodes
sais, je prends toujours le mal de dos parce que c'est un exemple que les gens connaissent, là, mais épisode de lombalgie aiguë, puis là, après ça, ils sont mieux, puis là, ils reviennent mieux, puis là, épisode. Et de voilà. faire cette montagne russe-là, chaque fois qu'ils sont dans un creux de la montagne russe, moi, je les trouve toujours vulnérables à chroniciser parce que là, c'est comme, est-ce que c'est la fois de trop que là, ils n'ont plus espoir de récupérer, qu'ils sont découragés, qu'ils veulent plus s'investir? Fait que souvent, quand ils sont mieux, j'ai tendance à leur dire, là, la prochaine semaine, là, je te le dis, tu vas avoir envie de tout faire. Tu vas avoir envie d'aller tondre la pelouse, changer ton plancher, faire tout ça. Si tu fies au plan, ça va bien aller progressivement, mais résiste à cette envie d'en faire trop. Parce que les gens sont mieux de progresser sur un mois de plus, mais de vraiment bien progresser dans la stabilité sur le long terme. Faut aussi les mettre en garde contre ça. Là. Quand ça va bien, t'en fais pas plus. Exact. Parce que justement, ça va redropper. Ouais. Donc, nous, on veut la belle ligne. Énormément et non, d'accompagnement, puis de coaching, puis de s'assurer qu'ils sentent qu'on est là pour eux, pour être capable de les guider sur les prochaines étapes, parce que ça peut être... ils peuvent avoir l'impression de nager dans le néant. Là. Oui, c'est ça. Puis souvent, on va parler de la notion de faux plateau, justement, pour mettre un mot là, sur ce qu'on disait d'aller chercher une petite pente ascendante, là, tu sais. Fait qu'on n'est pas en plateau thérapeutique avec cette personne-là parce qu'on sait qu'on a encore des gains, mais ils sont tellement minimes et sont tellement sur le long terme qu'au jour le jour, ben ou même la semaine, ou le mois, des fois, on va pas les percevoir nécessairement. Fait que des fois, on va encourager nos clients à regarder 3-4 mois en arrière pour voir les gains qu'ils ont eus, pour constater que oui, c'est vrai, je suis sur une pente ascendante, c'est juste que c'est une très, très, très petite pente. Donc, ça prend plus de temps avant d'avoir un changement significatif. Ouais, c'est ça, exactement. Des fois, ça doit être un défi, autant pour vous, mais pour les patients qui ont cette condition-là, de mesurer leur évolution puis de s'entendre sur la définition d'une amélioration. Parce que pour plusieurs, puis là, si on fait le parallèle en douleur chronique, il y en a que pour eux, l'amélioration, c'est de ne plus avoir de douleur. Alors que si tu as une douleur légère au début en, je sais pas moi, faisant la vaisselle, puis qu'après ça, tu as une douleur légère à faire tout un après-midi d'aménagement paysager, mais il y a une grande différence. Donc, on considère que c'est une amélioration. Donc, pour faire le parallèle avec la COVID longue, certaines personnes pourraient simplement se fier à « j'ai encore les mêmes symptômes qu'il y a 6 mois, je ne suis pas mieux », mais si tu as réussi à faire un retour à temps partiel au travail avec les mêmes symptômes, alors qu'au début, tu étais en arrêt de travail couché avec les mêmes symptômes, mais il y a une amélioration. Donc, est-ce que c'est régulier dans votre travail de devoir consciemment démontrer le progrès qui a été fait, de s'entendre sur des mesures d'évolution? On peut même parler de l'importance de cibler des objectifs fonctionnels significatifs pour les personnes. Ouais. Ben, je dirais que oui, ça arrive là, qu'on doit venir dépeindre à la personne concrètement c'est quoi les gains qu'elle a fait. Puis encore une fois, d'utiliser le long terme, là, de pas faire, ben il y a un mois, je faisais pas ça, puis là, je fais ça. C'est quand même rare, ben, avec les clients qu'on voit, encore une fois. C'est ça, la clientèle la plus sévèrement atteinte. C'est ça, exactement. Là, mais tu sais, de façon globale, on est capable de dire, ben rappelle-toi, il y a un an, ou tu sais, l'été passé, comment tu te sentais, qu'est-ce que t'es capable ou pas capable de faire, tu sais. Fait que des fois, on doit leur refléter ça, ou juste leur refléter, hey, t'es capable de gérer tes symptômes en ce moment, là. Tu fais plus des vagues comme ça, là, des up and down. Leur refléter la gestion de symptômes. Là. Exactement. Puis moi, souvent, je vais utiliser, tu sais, tantôt, je parlais des 3 étapes de la réadaptation, tu sais, je vais les imager sur un tableau. Puis des fois, je vais même utiliser un petit point, là, pour leur dire, voici où est-ce que... où ils sont rendus. Ouais, dans le processus. C'est ça, juste pour démontrer que oui, on avance, tu sais. On avance dans les 3 étapes, même si c'est à l'intérieur d'une même étape, on a un avancement dans cette étape-là, tu sais. Fait que oui, ça arrive. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que oui, certaines personnes vont avoir besoin de plus de reflets des gains qui ont été faits, mais même pour une même personne, tout dépendant quand est-ce qu'on va la voir, si elle est dans une bonne passe versus dans un malaise post-effort, ça se peut que rendu dans le malaise post-effort, on doit faire du reflet de les gains qui ont été faits et tout, et de rappeler mais en ce moment, tu peux pas te fier à ta condition actuelle. Parce que t'es en malaise post-effort. Exact, t'es dans en un crash. épisode. Fait qu'en ce moment, c'est pas la réalité. Fait qu'il faut souvent le refléter aussi. Puis, ce qui est quand même, encore une fois, on normalise. C'est normal quand on est dans un creux que l'espoir soit peut-être un peu moins là, qu'il y ait plus de détresse que... parce que, veux pas, quand ça va bien, bon, il y a comme l'espoir qui vient aussi de « Hey, je vais peut-être réussir à m'en sortir. » Puis finalement, boum, un autre crash. Puis, souvent, ce que je remarque aussi, c'est que tranquillement, pas vite, quand ils ont de moins en moins de malaise post-effort, ben quand il y en a un, la chute est un peu plus brusque. Ouais, parce qu'ils tombent de plus haut. Exactement. Fait qu'il y a tout ça aussi d'aller normaliser puis de les rassurer de
c'est temporaire, on va remonter la pente, on va reprendre où on était rendu, tout va bien aller. Là. Ouais. C'est quoi le... Tu sais, on sait, on en a parlé brièvement tantôt, les facteurs psychosociaux, ça influence toutes les conditions. Tu sais, quand on parle de problématiques de santé, que ce soit de la santé physique, de la santé mentale, il faut considérer tous les aspects d'une personne et de voir que ces différents éléments peuvent avoir un impact sur l'évolution. Fait que quand on parle de la COVID longue, c'est quoi l'impact des facteurs psychosociaux sur la vitesse à laquelle quelqu'un peut évoluer. Fait que, tu sais, on parle de choses comme, par exemple, quelqu'un qui serait en conflit avec son employeur en raison de l'arrêt de travail, du diagnostic, qui est un facteur social en lien avec la condition. On parle de quelqu'un qui, par exemple, aurait un trouble d'anxiété généralisée qui fait que cette personne-là a beaucoup de difficultés à se projeter dans le futur de façon positive, puis de sortir de l'espèce de panique générale de la condition. Ou ne serait-ce que des gens qui ont simplement des croyances très spécifiques en lien avec la condition, tu sais, comme tous les discours catastrophisants de « c'est la fin de ma vie, je vais être toujours comme ça va jamais aller mieux, personne ne va m'aimer, etc. » C'est quoi l'impact de ces différents facteurs-là sur la réadaptation, puis comment vous devez manœuvrer ça? Je dirais que tout ça, tous ces facteurs-là que tu as nommés vont venir avoir un impact sur le cheminement de la personne dans l'acceptation de la maladie. Et c'est là où est-ce qu'on a un rôle et c'est là où est-ce que ça va faire une grosse différence dans la réadaptation de la personne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, souvent, on va avoir des gens qui vont être très performants, surengagés, qui sont pas habitués de s'écouter. Donc, bon, c'est difficile de faire l'acceptation de base. Si on rajoute ces facteurs psychosociaux-là par-dessus, ça augmente la difficulté à accepter cette condition-là. Puis, dès qu'on le voit là, clairement, là, chez les gens qui l'acceptent rapidement, on a une belle progression. Ou même qu'ils finissent par l'accepter. Ouais, un coup qu'on voit l'acceptation, là, le comportement ça change. Décolle. Oui, puis tranquillement pas vite, là, on va, ça l'augmente tranquillement pas vite. Parce qu'ils acceptent non seulement la condition, mais aussi les recommandations qui viennent avec. Donc, ils comprennent que, OK, il faut vraiment que je prenne une pause, il faut vraiment que je m'écoute, il faut vraiment que je dose. Tu sais, ils acceptent ça, ce qui est pas facile à faire. D'autant plus qu'il y en a des facteurs psychosociaux comme ça, ou des obligations, par exemple. T'sais, on parle de facteurs sociaux, si on parle d'une charge familiale qui est importante. On parlait tantôt d'une mère monoparentale qui a des enfants avec des difficultés d'apprentissage. Ben, j'ai des obligations qui sont liées à ça, qui sont peut-être plus élevées que quelqu'un qui est seul, qui habite en appartement, qui a pas de responsabilité. T'sais. Fait que ça ajoute son lot aussi d'exigences physiques, cognitives, affectives au quotidien qui rendent ça plus difficile de dire, ben, j'accepte que je dois faire des compromis dans mon quotidien auprès de mes enfants. Ça vient jouer dans notre système de valeurs aussi, dans nos priorités. Fait que tout ça va venir jouer sur l'acceptation de la maladie et par le fait même sur l'adhérence aux recommandations et donc sur la vitesse de récupération de la personne ou de réadaptation, dans le fond. Puis même si la personne gère très bien les limites, si elle n'accepte pas sa condition, ben c'est comme la gestion, la fragmentation, le pacing qu'on appelle régulièrement avec les gens, ben ils le font un peu à contre-cœur. Ouais, c'est comme, ils sont pas engagés dedans. Ils sont pas engagés, oui, ils le font, mais pas en un engagement ouais, c'est ça, complet. exact, c'est ça que je veux dire. Puis ils le font un peu avec un mépris, avec une frustration, fait au final, ça n'a pas le même résultat. Ouais. Parce qu'on se rappelle que mépris, frustration, on parle ici d'émotions, on parle d'exigence affective. Donc, si je suis constamment en colère, constamment frustrée, ben je viens chercher de l'énergie au quotidien comme ça. Là. Puis, tu sais, si on repart avec l'exemple de conflit au travail, ben juste le conflit peut être un facteur déclencheur de malaise post-effort. C'est quelque chose qui gruge beaucoup d'énergie. S'il y a des démarches administratives, mon employeur me croit pas. Bon, c'est sûr qu'en COVID long, c'est un peu différent qu'une blessure qui est arrivée au travail puis que l'employeur conteste l'accident. Mais ça l'amène beaucoup de démarches puis de dépenses d'énergie qui seraient plus utiles à mettre ailleurs. Absolument. Tu sais, dans les douleurs musculo-squelettiques, c'est assez consensuel dans la littérature que les facteurs psychosociaux, c'est comme les premières barrières à l'évolution, là, puis c'est les meilleurs facteurs pronostiques, que ce soit positif quand les facteurs sont optimistes et négatifs quand c'est le contraire. Est-ce que, je sais pas si, peut-être que la littérature n'est pas rendue là pour la COVID longue, mais dans votre expérience clinique, seriez-vous prête à faire ce parallèle-là? C'est-à-dire que les gens qui ont beaucoup de facteurs psychosociaux qui influencent leurs conditions, c'est eux qui évoluent le moins bien? Je sais pas si je serais prête à faire ce lien-là, parce que
je pense qu'on voit moins de crash, de cycle de crash chez les gens qui ont moins de facteurs psychosociaux. Mais je pense à certains clients qui ont peu de facteurs psychosociaux, mais qui vont pas nécessairement s'améliorer tant que ça. Tu sais, qui vont avoir des gains, mais pas à un point où est-ce qu'ils vont retourner au travail, par exemple, à temps plein, là. Fait que je sais pas à quel point je ferais une corrélation directe. C'est peut-être plus ceux sur lesquels ça va avoir un impact sur leur capacité à intégrer le plan de match puis à l'appliquer. Ouais. C'est-à-dire que si les facteurs psychosociaux sont une barrière au plan de match, versus si c'est juste, par exemple, quelqu'un qui a un conflit avec l'employeur, mais que pour une raison X, ça change absolument rien à son engagement et à l'application du plan de match. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a ça. Ouais, je pense que c'est plus comme ça. Parce que ça arrive en douleur musculo-squelettique, tu sais, des gens qui ont des croyances très erronées par rapport à leurs conditions et que malgré ça évoluent. Ouais, genre quelqu'un qui dit « Ah, moi, ma douleur au genou, c'est de l'arthrose au genou, puis c'est de l'arthrose, puis à cause de l'arthrose, j'ai mal. » Puis pour une raison X, d'habitude, ça, c'est un petit drapeau qui me dit « Il faut que je fasse l'éducation. » Puis pour une raison, cette personne-là évolue sans problème, puis ça la stresse pas plus que ça. Ouais. Fait que il pourrait avoir cette nuance-là à faire. Ouais. Faisons un tour d'horizon des interventions qu'on fait. Fait que intervention, tu sais, peut-être, on peut parler des principes directeurs, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, évidemment, on va pas aller dans le détail de tous les types d'exercices et tout ça, mais commençons en physio avec toi, Marie-Ève. C'est quoi les principes directeurs de la réadaptation en lien avec la COVID longue quand toi, tu es vraiment dans ton chapeau de physiothérapeute avec tes patients? Bon, c'est sûr que de prime abord, l'éducation. Ouais. Peu importe que ce soit ergo ou physio, c'est de l'éducation. Il faut éduquer sur c'est quoi la COVID longue, comment on gère le malaise post-effort et tout. Puis sinon, après ça va y aller selon un peu les problématiques, les problèmes que les gens vont nous rapporter. Si c'est de la douleur, ben on va essayer de trouver des exercices, des façons de gérer cette douleur-là, que ce soit du TENS, des exercices de mobilité doux, des étirements. Si on les voit en présentiel, ben là, des fois, on peut essayer des techniques manuelles pour aller soulager la douleur, parce qu'on sait aussi que la douleur, ça gruge de l'énergie. Fait que si on peut gérer cette partie-là, c'est quand même important. Ensuite, si c'est des vertiges étourdissements, ben on va aller dépister notre système vestibulaire, oculomoteur pour adresser cette problématique-là. Souvent, on a beaucoup d'essoufflement, beaucoup de problématiques respiratoires. Donc, moi, j'ai été chercher des formations en respiration pour aider cette clientèle-là, pour finalement réaliser que pour toute clientèle, ça peut être pertinent. C'est pertinent parce qu'avec la respiration, on peut aussi aller jouer sur le système nerveux autonome. Absolument. Fait que favoriser notre branche de détente, de récupération. Fait que c'est vraiment important pour toute clientèle. Fait qu'on va aller chercher à corriger le patron respiratoire. Si les gens sont en hyperventilation, on va essayer de réduire la fréquence respiratoire, que ce soit par méditation, relaxation, ou des fois, c'est une problématique de sensibilité au CO2, qui est notre gaz qui dicte la respiration. Fait que si, dès que le CO2 augmente, j'ai un trigger, un déclencheur qui me dit « Hey, il faut que tu respires », ben des fois, on va juste travailler à ce que ce déclencheur-là soit moins intense par divers exercices. Là. Ça, c'est dans les formations que j'ai été chercher. Sinon, ça va être de corriger les problèmes de mobilité, ensuite du renforcement. Quand on ça va par étapes. C'est ça, exact. Les micro-progressions, ben là, on en demande plus, on en fait plus. Exactement. Fait qu'on y va avec du renforcement, du cardiovasculaire. On parle beaucoup de débalancement du système nerveux autonome. Donc, souvent, des fois, on va commencer des exercices couchés pour limiter la gravité parce que dans les dysautonomies, on n'en a pas trop parlé encore, mais il y a le POTS, qui est le syndrome de tachycardie orthostatique posturale. C'est les gens, quand ils vont être assis, debout, ils tombent en tachycardie, une augmentation d'au moins 30 battements par rapport au repos. Fait que là, ils ont des palpitations, ils se sentent pas bien, ils peuvent avoir tête légère, être étourdis, plein de choses. Fait qu'on veut réhabituer le système nerveux autonome à faire sa bonne régulation. Fait qu'on commence à se coucher, puis tranquillement, pas vite, on verticalise. Puis dans le cardiovasculaire, ben, on peut y aller avec des petits intervalles de jouer un petit peu plus vite, je reprends une vitesse de repos, là, fait que pour vraiment aller moduler l'activité du système nerveux autonome. Très intéressant. Puis en ergo, ça ressemble à quoi les principes directeurs pour la réadaptation? En ergo, on va rentrer plus dans l'occupationnel. Le terme, je vous apprends rien. Le terme fétiche. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, souvent, là, mes débuts de rencontre avec les nouveaux clients, si on veut, là, ça va être tout le temps un petit peu la même chose. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a l'enseignement, là, comme Marie-Ève le dit, parce que même si elle le dit, je vais le répéter. C'est super important. On sait à quel point, quand il y a deux professionnels qui répètent la même chose, ça a un impact sur l'assiduité ou
L'adhérence. Ouais, l'adhérence, ouais. merci, c'est ça le terme. Ouais. Fait que c'est sûr que je vais le répéter là, par rapport à tout ce que Marie-Ève a déjà enseigné, parce que bon, là, souvent la personne va être vue en physiothérapie en premier, par la suite en ergothérapie. Fait que première séance, moi, ce que je vais faire avec la personne, bon, je vais lui présenter évidemment l'échelle de symptômes dont on a parlé tout à l'heure. On va aussi souvent utiliser ce qu'on appelle un journal de bord ou un horaire occupationnel, si on veut, là, qui est grosso modo un agenda dans le fond, dans lequel on va aussi venir quantifier, je suis à combien de 0 à 10 en termes de fatigue, de douleur, de symptômes, ou tu sais, des fois on va même combiner l'échelle de symptômes avec ça, en me levant le matin puis en allant me coucher le soir. Puis je viens détailler, bon, on s'entend là, pas tout ce que je fais dans ma journée, mais grosso modo, c'est quoi les activités que j'ai fait dans ma journée. Donc, je viens les écrire dans mon journal de bord, dans mon agenda. Puis moi, je vais faire un retour avec la personne pour voir à quoi ça ressemble un horaire typique de cette personne-là. Puis quels sont ou quels peuvent être les éléments déclencheurs de malaise post-effort. Parce que c'est là-dessus qu'on va venir moduler par la suite. Donc ça, c'est une partie des interventions qu'on va faire en début de traitement. Puis l'autre chose que je vais faire, je vais, évidemment, normaliser beaucoup. Ouais. Valider beaucoup, parce que les gens, souvent, sont toutes seules avec ça. Ils doivent se sentir compris. Oui, vraiment. C'est souvent, puis tu sais, ma première rencontre, ça va être, oui, l'évaluation, mais c'est beaucoup d'interventions aussi dans ce sens-là, de normaliser, de valider, parce que la personne, oui, on a beaucoup, là, on a parlé d'1,4 million là, au Canada. Il y a beaucoup de gens, mais concrètement, la personne, elle, dans son entourage, elle est toute seule. Exact. Elle dit, tout le monde a eu la COVID, pourquoi je suis la seule qui a encore des symptômes, tu sais, après 1 an et demi, 2 ans, tu sais, voyons. Ouais. Puis les gens vont juger aussi là, par rapport à ça. Fait que la personne est très isolée, est très incomprise, elle se sent seule, elle se sent impuissante, en gros. Fait que, tu sais, moi, mon rôle, je vais beaucoup être là-dedans dans les premières rencontres, de venir valider, dire c'est normal, voici ce qui t'arrive, voici c'est quoi un malaise post-effort. Et là, la personne, on le voit là, dans les premières rencontres, elle va dire « Ah, merci, là. Merci, il y a quelqu'un qui me comprend, puis il y a quelqu'un qui explique qu'est-ce que je vis, tu sais, qui me croit aussi. Ouais. Veux pas, là, tu sais, parce qu'ils vont souvent être confrontés à des gens qui, comme on disait tout à l'heure, vont leur dire, t'es paresseux, ou tu sais, fais juste, va marcher, là, ça va être correct, ça va passer. Ouais. Fait que, tu sais, juste c'est ça, venir normaliser, là, c'est un gros rôle, là, en ergo qu'on a dans les premières rencontres. Puis ensuite de ça, là, ça va être de venir dire, c'est quoi ta priorité? Parce que là, avant, on disait, là, tu travaillais, t'étais mère, tu t'allais faire l'épicerie, tu faisais le ménage, tu faisais des sports, t'avais des loisirs, t'avais des activités sociales, t'avais tout ça. OK. Là, on n'a plus le même niveau d'énergie qu'on avait avant, puis il faut prendre des pauses, il faut doser, blablabla, on le dit. OK. Avec ça, qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? C'est-tu de passer du temps avec ta famille? C'est-tu de faire le ménage chez toi? C'est-tu d'aller à une fête d'enfants avec 40 personnes puis du bruit partout? Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? T'sais, c'est vraiment la grosse base. Puis ça a l'air niaiseux quand on dit ça de même, mais quand on n'a plus toute l'énergie qu'on avait, le superflu là, de me pogner avec mon chum pour une niaiserie, c'est-tu là-dedans que je veux mettre le petit peu d'énergie qui me reste? T'sais? Peut-être pas. Fait que c'est vraiment de revenir aux grosses bases avec la personne. C'est ça que je fais en ergo en commençant. Puis c'est à partir de ces priorités-là. Puis ça, même, des fois, ça peut prendre plusieurs rencontres. Là. Ah, c'est clair. Juste de venir déterminer c'est quoi qui est prioritaire pour moi. T'sais. Avant, je faisais tout et même plus. Ça semble simple, identifier des objectifs, mais ça peut être compliqué quand on doit prioriser des objectifs. Ouais, définitivement. Fait que ça, c'est une grosse partie de mes premières rencontres. Puis une fois que ça, c'est fait, que j'ai priorisé, là, je viens faire des objectifs thérapeutiques avec la personne on va dire des objectifs SMART. Ouais. Donc, s'assurer que c'est mesurable, on peut les atteindre, et tout ça. Donc, on vient faire ça avec la personne. Puis, dans mon plan d'intervention, là, on vient ensemble trouver des stratégies de gestion des symptômes qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs-là, justement. Puis souvent, on va commencer par 1, 2, 3 objectifs, gros max. On va pas se fixer 10 objectifs, là, on veut en atteindre 3. Puis si j'atteins ces 3 objectifs-là, succès, parfait. C'est positif. Ouais. On va venir en rajouter d'autres par la suite ou faire des micro-progressions dans les objectifs qu'on a déjà, justement. Fait que moi, c'est comme ça que je vais moduler en combinaison aussi avec les 3 étapes dont je parlais tout à l'heure là, de réadaptation, dans le fond. Puis on n'est pas obligé d'emblée regarder les objectifs finaux à long terme. Ça va évoluer dans le temps. Puis si la personne, au début, sa priorité, c'est de faire les repas de la journée, retourner au travail, ça se peut qu'on n'en parle pas tout de suite puis que ce soit quelque chose qu'on vise plus loin. Là. Fait qu'il y a une progression autant dans la réadaptation que dans comment on se fixe des objectifs, à quel point on vise
plus ou moins haut, dépendamment où on est rendu. Là. C'est mon rôle aussi, là, de venir des fois recadrer ces objectifs. La gestion des attentes aussi, là, par rapport à ça. Oui, exactement. Parce que si la personne me parle d'emblée de retour au travail dans 1 mois, alors qu'on est à la première étape encore de la réadaptation, puis que je vois qu'on a beaucoup de malaise post-effort, beaucoup d'incapacité dans les activités quotidiennes, des fois, il faut recadrer les attentes là, pour que la personne sache que ça se peut que ça prenne beaucoup plus de temps qu'1 mois là, pour effectuer un retour au travail. Là. Peut-être surtout dans les types de personnalités qui sont comme on a décrit tantôt, les overachievers, là, qui sont habitués d'emmener l'âge, puis que pour eux, ils vont toujours viser plus haut que ce qui est potentiellement réaliste dans le moment présent avec la condition. Ils sont habitués de dépasser leurs limites. Oui, exactement. Fait qu'ils vont se fixer des objectifs qui sont très hauts. C'est difficile pour eux d'en avoir, de se fixer des limites. C'est ça, exactement. Fait que ça fait partie de mon rôle là, dans la détermination du plan de traitement, de dire, ces objectifs-là, est-ce qu'ils sont réalistes, le fameux R du SMART? Est-ce qu'ils sont réalistes avec tes capacités actuelles? Post-COVID, donc COVID longue. Là, parce que des fois, les gens, ils vont dire, oui, c'est réaliste, avant, je faisais ça. OK, on a-tu les mêmes capacités qu'avant? Pas nécessairement. On n'a pas le même niveau d'énergie non plus. On n'est pas dans le même contexte. Fait qu'il faut tout avoir cet œil-là qui, des fois, les gens n'ont pas nécessairement. Fait que c'est là où j'entre en ligne de compte là, pour venir, recadrer là, les objectifs. Là. On a beaucoup parlé, vous avez vraiment bien mis l'accent sur le fait que les gens qui sont capables de rapidement accepter la condition, d'accepter les symptômes, de ne pas être trop en résistance contre ça, ils vont plus facilement adhérer au plan de match, être capables de vraiment s'engager dans un plan de réadaptation, puis ça semble vraiment favoriser des belles évolutions. On a aussi parlé des facteurs psychosociaux, de nos croyances qui peuvent nous ralentir. J'aimerais ça qu'on fasse juste rapidement un mot sur le phénomène de s'identifier à la maladie. Puis ça, c'est quelque chose qui est applicable à n'importe quelle condition. Puis je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui est des fois tabou, puis qui peut être comme délicat, ou des fois les gens ils sentent qu'on marche sur des œufs quand on parle de ça, mais je pense que c'est quand même important d'en parler parce que si on le parle de façon nuancée puis qu'on en parle avec bienveillance, je pense quand même que c'est important que les gens comprennent ce phénomène-là, puis de voir est-ce que ça peut des fois être une barrière à l'évolution, peu importe le type de condition, mais dans ce contexte-ci, comme la COVID longue. Fait que la mise en contexte, c'est que, dans certains cas, puis je vais prendre l'exemple avec ce que moi je connais bien, avec les blessures musculo-squelettiques, puis on fera le parallèle avec la COVID longue, la fameuse hernie discale dans le dos. Fait que, les gens qui vont tellement s'identifier à leurs conditions qu'ils vont dire, mon hernie discale, Puis tout le monde dans l'entourage va être au courant. Fait que, non, lui, mon oncle Serge, il va pas se pencher pour ramasser des tables à cause de son hernie discale. Puis, ça va être, moi, depuis mon hernie discale, je fais pas ci, je fais pas ça. Fait qu'ils vont vraiment s'identifier à la condition au lieu de le voir comme, bon, il y a une hernie discale dans mon dos, ils vont vraiment s'identifier à ça, ou la même chose, qu'on parle d'un trouble de santé mentale ou peu importe. Puis moi, personnellement, dans mon travail de clinicien avec les douleurs musculo-squelettiques, les gens qui ont une forte identification à leurs conditions anatomiques, c'est vraiment souvent un facteur qui met des barrières dans les roues, des bâtons dans les roues à l'évolution. Fait que les gens ne sont pas capables de se sortir de l'idée, leur hernie discale, et ça devient quasiment comme collé à leur identité. Fait que c'est pour ça que je parle d'identification à la maladie. Est-ce que dans le contexte de la COVID longue, le fait de s'identifier à la COVID longue comme étant ma nouvelle réalité, le fait que moi, je suis quelqu'un qui a la COVID longue, donc c'est comme si on se crée des idées par rapport à ce que ça va être pour l'avenir. Je peux pas faire ça, je peux pas faire X, je peux pas faire Y. Comment on gère ça? Parce que faut pas oublier l'aspect de pacing, comme vous avez dit. Il faut pas oublier les limites qu'on s'impose. Mais en même temps, on veut pas développer une identification où on se met des bâtons dans les roues pour le reste de notre vie et où on a des comportements sociaux avec notre entourage qui pourraient être nuisibles. Comment, peut-être faire un tour de table sur un mot là-dessus, comment vous voyez ça? Comment ça s'applique pour vous? C'est dur à répondre. Ce que je vois plus, c'est que les gens ne s'identifient pas. Ah ouais, hein? Ils vont plus nommer « ça, c'est pas moi, c'est pas qui je suis, je veux pas rester de même ». C'est plus de ce côté-là qu'on va le voir. Si on voit des comportements un peu plus de « ah, mais j'ai la COVID longue, faut pas que je fasse ça », c'est des fois quand on rentre dans la phase de réintroduction des activités, des fois, il y a comme un peu de stress puis de crainte de « OK, de l'appréhension, je veux pas causer de malaise post-effort, mais je le vois...
C'est pas quelque chose que vous observez en tant que tel. Non, pas comme quelqu'un qui s'identifie à son hernie discale. Ouais, là. ouais. Ça, Quelque chose que je voyais qui parlait plus. Oui, là. exactement, mais non, je l'ai pas tellement... Toi, Sandrine? Moi, je suis un peu d'accord avec Marie-Ève. Je sens que ces personnes-là, justement, ont vraiment un goût, une motivation à la réadaptation. Puis ça, c'est... en tout cas, je en parle encore une fois là, de façon expérimentale. Ouais. C'est des clients qui sont vraiment motivés, qui sont vraiment résilients. Tu sais, c'est difficile, là, ce qu'ils vivent, là. Puis même, des fois, entre professionnels, on se le dit, on est comme, Caroline, cette cliente-là, tu sais, c'est tough, là, ce qu'elle vit, là. Puis malgré ça, il y a un investissement et tout. Ouais, c'est ça, il y a un investissement, il y a... Ben, tu sais, encore une fois, là, on parle d'acceptation et tout ça, mais ça reste que la personne est motivée, tu sais, malgré le fait que, bon, peut-être elle dépasse les recommandations, ou elle respecte pas les pauses, peu importe, ça reste que, de base, la personne est motivée. Elle veut aller mieux, elle veut s'investir, elle veut... Tu sais, fait que un peu comme Marie-Ève, je pense pas qu'elle va s'identifier nécessairement là, à la COVID longue, que ça va être un obstacle à la réadaptation. Par contre, oui, j'accroche avec le volet anticipation des activités, de la reprise des activités, ou anxiété face à la reprise des activités. Puis ça, c'est quelque chose qui est nommé là, chez toutes mes surtout clientes. Le travail. Ouais. Il y a quand même une bonne composante de stress avec la reprise du travail, ne serait-ce que... bon, si justement il y avait un conflit avec l'employeur pré-infection, ça se peut que ça soit un peu plus difficile les retourner au travail. Ou, bon, on se le cachera pas, il y a une grande proportion du personnel médical qui sont affectés, beaucoup d'infirmières, beaucoup de préposés. On parle majoritairement au féminin parce qu'il y a plus de femmes atteintes de COVID longue. Et aussi dans le milieu, que ça vient ensemble. Mais il y en a qui ont attrapé la COVID au travail. Que c'était dans des contextes ultra stressants pendant la pandémie, dans des zones rouges, dans les zones chaudes. Fait qu'il y en a qui ont développé des stress post-traumatiques avec cette infection-là. Fait que retourner cette personne-là où elle a attrapé l'infection... Ça ajoute un élément de complexité parce que c'est pas juste nécessairement le fait d'être confronté à faire plus d'activités. Il y a l'aspect stress psychologique qui a été vécu en lien avec ça. Oui, exactement. Ouais. Mais je dirais que de base, même, tu sais, activité sociale, activité physique, tu sais, tout ce qu'on va réintroduire quand on va être rendu dans la phase 3 de la réadaptation, oui, il y a une anticipation, mais ils en sont conscientes. Ouais. Ils savent, hey, j'anticipe ça, puis j'ai de la misère à gérer mon stress. Tu sais, alors qu'avant, oui, j'avais un certain stress, mais je le voyais positivement. Et là, j'ai un stress lié à, par exemple, une activité sociale qui s'en vient, mais je suis pas capable de gérer ce stress-là. Tu sais, je suis pas capable de trouver des stratégies pour être fonctionnelle malgré ce stress-là, ou je vais m'empêcher de participer à l'activité par anticipation que je vais faire un malaise post-effort, justement. Fait que c'est là où notre rôle vient en ligne de compte de faire comme, OK, oui, je comprends que t'es anxieuse. On va, outiller la personne avec justement des stratégies pour gérer cette anxiété-là, mais on va aussi, moi, je vais souvent avoir un discours de dis-toi que rien n'est impossible, tout est adaptable. Ouais. Donc, oui, c'est sûr que c'est plus exigeant une activité sociale avec 40 personnes, justement, avec du bruit et tout ça, mais est-ce qu'il y a moyen de participer à l'activité sans dépasser tes limites, justement? Puis c'est là ce que je vais impliquer la personne dans cette démarche réflexive-là, de faire comment on peut adapter l'activité. Puis c'est là que je vais les outiller, puis je vais leur dire, je veux que tu deviennes un ergothérapeute, là. Je veux que tu fasses ton analyse d'activité. C'est quoi les exigences physiques de ce que tu anticipes faire? C'est quoi les exigences cognitives? C'est quoi les exigences affectives? Dans quelle mesure ça dépasse, tu penses, tes capacités actuelles? Puis, OK, c'est peut-être plus le physique pour cette activité-là ou c'est peut-être plus le cognitif. Bon, comment on fait pour ramener les exigences à tes capacités et un petit peu moins? Ouais. Puis c'est là qu'on va brainstormer ensemble pour trouver des outils, des stratégies, des façons d'adapter l'activité pour que la personne puisse quand même participer. Parce qu'on veut pas qu'elle soit isolée chez elle à rien faire, en tout anticiper, tu sais. On veut qu'elle participe, mais de façon adaptée à ses capacités actuelles. Tu sais. Fait que c'est-tu de participer en Zoom? C'est-tu d'y aller, mais pendant 30 minutes au lieu de faire 4 heures? C'est-tu de s'amener des bouchons? C'est-tu de se mettre des timers à chaque 30 minutes, je vais prendre une pause dehors, je vais faire des respirations diaphragmatiques, tu sais. Qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est quoi qui est à mon contrôle pour participer quand même? Ce que je retiens, c'est qu'il y a des solutions. Il faut juste les trouver puis identifier lesquelles qui fonctionnent le mieux avec la personne devant. Exact.
ça conclut pas mal notre épisode. Merci énormément. Je ferais peut-être un dernier tour de table pour peut-être juste en conclusion, comme identifier certains messages clés. Puis peut-être ayez en tête chacune, si vous avez peut-être un message clé que vous aimeriez que les personnes affectées par la COVID longue retiennent de l'épisode, et peut-être un message clé que vous aimeriez que les professionnels de la santé qui connaissent ou non la COVID longue, mais qui, dans les prochaines années, risquent de croiser au moins quelqu'un qui l'a. Que ce soit pour intervenir sur la maladie ou non, tu sais, ça va devenir un peu comme une condition associée ou ça rentre dans l'histoire de la maladie, l'histoire médicale de la personne. Fait que peut-être si vous aviez un point clé que vous aimeriez que les professionnels de la santé retiennent et les patients ou les patientes. Je peux commencer. Le point clé pour les patients, je leur dirais d'essayer de se reconnecter à leur corps pour qu'ils puissent justement s'écouter. Écouter qu'est-ce que leur corps leur dit. Là, souvent, notre corps, il nous parle. Il va le dire quand ça ne marchera pas. Fait de se reconnecter pour écouter. Puis après ça, la gestion de symptômes, la gestion de limites va être beaucoup plus facile. Puis pour les professionnels de la santé, message clé, écoutez les clients. Écoutez ce qu'ils vous disent. Souvent, l'écoute, c'est la chose la plus importante quand on est un professionnel de la santé. Les clients nous disent tout ce qu'on a besoin de savoir et comment les aider. Exact. Fait que juste écoutez puis croyez-les. Ça serait mon message. Ah, c'est beau ça! Sandrine, de ton côté? Ben moi, je dirais vraiment dans la même veine que Marie-Ève. Tu sais, je leur dirais, oui, écoutez-vous, mais soyez bienveillants aussi avec vous-même. Là. Il y a tellement de... Ne pas se taper sa tête. De se donner une chance. C'est ça, tu sais, d'être patient. Premièrement, tu sais, on l'a dit au tout début du podcast, COVID longue. On a parlé de faux plateau, on a parlé de 3 étapes, de micro-progression. C'est une condition qui prend du temps à se remettre. Ou en tout cas pour les clients qu'on voit. Dans la forme la plus sévère que vous c'est connaissez. Ça, on le rappelle. Là. Exact. Mais quand même, il faut être patient, donc il faut être bienveillant envers soi-même. Puis oui, on s'écoute, mais on se laisse la chance aussi d'aller mieux. Tu sais, c'est pas une course contre la montre là, d'aller mieux. Là. On veut pas se dépêcher à aller mieux, même si je sais que vous étiez des personnes qui étaient dépêchées de tout faire dans la vie, qui étaient performants, qui étaient efficaces. Ben là, enlevez votre efficacité de votre guérison, s'il vous plaît. Soyez patient puis bienveillant avec vous-même. Le bien-être. C'est ça. Le mot. Puis, message pour les professionnels de la santé? Oui, pour les professionnels, je pense que je renchérirais sur ce que Marie-Ève a dit. D'être à l'écoute. Écoutez vos clients, écoutez-les, puis tu sais, je pense que j'en ai parlé tantôt, là, quand même, dans mes débuts d'intervention, là, mais tu sais, normaliser. Valider ce qu'ils vivent, ça leur fait tellement du bien. Tu sais, je pense que dans toutes les interventions que je peux faire, juste d'être là pour eux, puis de les croire, puis de leur dire c'est normal, puis c'est très compréhensible que tu vives ces émotions-là, que tu vives ces deuils-là, que tu vives ce changement d'identité-là, d'être à l'écoute, puis d'être ouvert là, à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis à comprendre leurs difficultés. Je pense que c'est ça qui leur fait le plus de bien. Là. 100% d'accord. Ils sont tellement reconnaissants d'avoir de l'aide. Là, fait. Moi, j'ai un message pour les professionnels de la santé aussi qui me vient en tête. Ce serait de rester à jour parce que les choses vont bouger, ça va évoluer et que vous soyez ou non impliqué directement avec une clientèle COVID longue, la COVID longue va devenir, comme je disais tantôt, quelque chose dans l'historique médical des gens qui va potentiellement affecter ce dont vous traitez avec votre patient ou votre patiente. Fait qu'il faut être au courant de ça. Et peut-être comme un sous-message à ça, ce serait un message, je pense aux physiothérapeutes, aux ergothérapeutes qui travaillent en clinique privée qui ne prennent pas en charge nécessairement des gens avec la COVID longue, de peut-être oser aller se former pour développer ce volet-là en clinique parce que la demande pourrait augmenter pour avoir des soins pour cette clientèle-là. Et on a des compétences, des connaissances très directement reliées pour prendre en charge cette clientèle-là. Fait qu'il faut peut-être juste faire un peu de formation pour être un peu plus au fait des meilleures évidences, des guides de pratique clinique et tout ça, mais d'oser essayer de développer. Fait que, tu sais, si vous êtes dans une clinique privée, peut-être aller parler à votre employeur puis votre boss puis dire « Hey, je peux-tu développer la clientèle? Monter une petite conférence, faites une conférence pour les patients, les patientes, aller dans une clinique médicale, présenter aux médecins du coin. » Fait que, tu sais, je pense que ça peut être... on peut oser innover parce qu'on sait qu'il y a des nouvelles conditions qui pourraient se développer aussi dans le futur, puis il faut être malléable et adapter
notre répertoire de... Ouais. Puis ne serait-ce qu'être au courant de quoi faire et comment doser pour exact. que si quelqu'un arrive avec une entorse de cheville, comme je disais plus Voilà. tôt, avec la COVID longue, ben, qu'on sache comment Exactement. j'y donnerai pas 10 exercices 3x10, puis Mhm. let's go. Là. Ça va Exact. peut-être être 1 ou 2 avec 2 séries de 5, là, juste pour dire que je trempe l'orteil, ça passe, OK, on continue. Voilà. Donc, je pense que ça conclut bien. Est-ce que, en conclusion, je ne sais pas si vous avez des ressources éducatives vers lesquelles vous dirigez vos patients des fois. Y a-t-il des bonnes ressources qu'on peut donner aux gens s'ils veulent en apprendre plus sur la condition? Moi, ceux que je donne d'emblée, parce que, bon, faut penser qu'il faut que ça soit facile à digérer comme lecture pour nos patients. Hein, on veut pas leur donner des documents de 10 pages à lire pour aller continuer là, dans nos recommandations. Fait que moi, souvent, ce que je vais leur donner, c'est les fiches d'autogestion des symptômes qui sont disponibles en ligne là, sur le site du Sismo. Qui sont super intéressantes. Là. C'est des fiches de 1 à 2 pages là, à peu près, qui sont quand même assez épurées, puis qui, dans le fond, on va venir cliquer pour chaque... Il y a une fiche pour chaque symptôme les plus prévalents, dans le fond. Sismo, c'est un acronyme, ça s'écrit comment? Le Centre intégré de santé et services sociaux de la Montée. OK, fait que c'est CISMO. CISSSMO. OK, CI3SMO. Ouais, c'est c'est ça. Bon. Parce que moi, j'aurais écrit SISMO, fait que c'est bon, parfait. OK, fait qu'ils sont super pertinentes là, pour les patients et même pour les proches. Sinon, on a une vidéo sur notre site web isosanté.com. Oui. Petite hésitation ici. Dans l'onglet, dans le fond, COVID longue, qui est justement moi et Marie-Ève là, qui avons produit ça dans nos débuts, quand on a été formés. 21, ouais, qu'on avait fait une vidéo. C'est une 15aine de minutes pour à les peu patients, près. les patientes? Pour un peu tout le monde. OK, tout le monde, parfait. Ouais, qui Professionnel de la explique, santé. là, en gros, c'est ce qu'on a parlé aujourd'hui, mais version résumée. Extra courte. C'est ça. Fait que pour Super. les gens qui s'intéressent, mais qui n'ont pas nécessairement beaucoup de temps là, pour écouter, fait que ça peut être une belle ressource là, pour ça aussi. Super. Il y a aussi Denis Fortier, physiothérapeute, qui a fait des capsules vidéo sur la COVID longue pour vulgariser. Absolument. Sur YouTube. Et Scoop, il sera un invité dans les 5 prochains épisodes. On a déjà tourné à l'automne. Fait que oui, Denis qui a fait beaucoup de vidéos sur toutes sortes de sujets. Fait que c'est vrai, il y a sur sa chaîne YouTube, Denis Fortier, physiothérapeute, une perle d'informations. Oui, vraiment. Puis oui, les gens pourront se référer à ce podcast aussi. Ouais, exact. Ben oui, absolument, vrai. d'emblée. Mais s'ils sont ici, j'imagine qu'ils l'ont écouté. Fait que c'est rare que les gens commencent par la fin. C'est ça. Donc, merci énormément, Sandrine, Marie-Ève, pour votre temps, votre déplacement. Puis, on suit vos activités, on suit la COVID longue pour voir qu'est-ce qui se trame dans le futur. Puis, au plaisir de se reparler dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.